Genre, t'es catapulté direct dans le job le plus ouf de la planète, et t'es déjà en train de te planter. Alors que les autres bébés peuvent brailler, rôter et foutre le bordel, toi, t'es emmailloté dans du lin cérémoniel, inspecté par des prêtres et déclaré incarnation d'Horus, dieu des rois. T'es pas juste un bébé, t'es un événement politique. Ta naissance, elle est accompagnée de signes avant-coureurs. On scrute les étoiles. Des vaches sacrées meuglent peut-être en ton honneur. Quelque part, un mec avec le crâne rasé et trop d'eyeliner est déjà en train de graver ton blase sur une tablette de pierre que tu liras jamais. Dès ta première inspiration, tout le monde autour de toi panique. Pas parce que t'es fragile, mais parce que t'es le prochain dieu vivant. Ce qui veut dire que si tu tousses, l'astrologue de la cour risque de déclarer une crise nationale. L'enfance, c'est mort. T'as pas de jouets, t'as des sceptres cérémoniels que t'as pas le droit de mordiller. T'as pas de berceuse, t'as des hymnes écrits en ton honneur et chantés par des vieux prêtres qui sentent l'encens et le regret. Ton berceau, c'est probablement une structure plaquée or, plus froide que le Nil en février. T'es entouré d'une équipe de nounous dont le boulot, c'est de t'empêcher de mourir, de décevoir les dieux ou de faire un truc pas digne, genre ramper. On te guève de biberons remplis d'attentes politiques. Tes premiers mots, ils sont probablement écrits à l'avance. Et si tu essaies de jouer avec ton cousin, quelqu'un murmure, il est 4e dans l'ordre de succession. Faut le surveiller. Avant même de savoir marcher, on te prépare à régner. Des conseillers royaux sont déjà en train de comploter ton éducation, ton image et probablement ta future épouse, qui, spoiler alerte, aura ton nom de famille et ta mâchoire. Et faut pas oublier qu'on t'élève en te faisant croire que t'es divin. C'est pas une métaphore. On attend de toi que t'intériorises, dès ton plus jeune âge, que le soleil se lève pour toi, ce qui est mignon jusqu'à ce que tu réalises que tout le royaume te blâmera s'il se lève pas. Si tu pensais qu'être né Dieu vivant ça te donnait des avantages, genre sécher les cours ou passer tes matins à donner à manger aux canards au bord du Nil, détrompe-toi. En tant que jeune pharaon en formation, ton emploi du temps fait passer les PDG modernes pour des chômeurs. Ta journée commence tôt, genre les étoiles sont encore dehors, les prêtres sont déjà en train de chanter. Tu te fais réveiller, pas par une nounou câline, mais par un intendant qui tient une tablette d'or détaillant les responsabilités du jour. Et non, faire une sieste, c'est pas prévu. Première leçon, lire et écrire les hiéroglyphes. C'est pas des lettres normales, c'est des minuscules dessins d'oiseaux, d'yeux et de pain à l'envers qui forment, je sais pas comment, des politiques gouvernementales entières. Un mauvais gribouillage et t'as accidentellement condamné quelqu'un à la torture éternelle. Ensuite, il y a l'instruction religieuse. On te pose des questions sur les noms sacrés des dieux, la bonne façon de bénir un concombre et combien de fois cligner des yeux pendant une offrande. Si tu te plantes, un prêtre te lance un regard noir comme si t'avais éternué sur Ra en personne. T'étudies aussi les maths, pas pour faire tes impôts, mais pour construire des monuments. On t'enseigne la géométrie, pas pour le fun, mais parce qu'un jour, quelqu'un va te demander comment empiler 2,3 millions de blocs de calcaire en un triangle parfait sans inventer accidentellement une pyramide penchée. Ah, et faut pas oublier l'art oratoire. Tu vas devoir faire des discours devant des foules qui pensent que tu contrôles la météo. Y a pas d'impro quand tes mots pourraient être interprétés comme des instructions divines. Dis le mauvais truc et soudain, les prix des céréales s'effondrent. La stratégie militaire, c'est après. T'as 10 ans. T'as jamais lancé un caillou de colère, mais maintenant, on attend de toi que tu connaisses les formations sur le champ de bataille, les techniques de franchissement de rivière et comment mentionner et châtier les Nubiens dans une conversation de manière décontractée. La philosophie, Y a pas droit. À la place, on t'enseigne comment maintenir l'équilibre cosmique sacré, ce qui sonne poétique jusqu'à ce que tu réalises que ça veut dire s'assurer que les récoltes poussent, que les criminels se rebellent pas et que personne n'insulte les dieux pendant la saison des inondations. Tout ça se passe sous l'œil attentif de tuteurs qui sont à la fois profs, informateurs et crises d'angoisse ambulantes. À la fin de la journée, ta tête est pleine de symboles, d'horaires, de lois sacrées et juste assez de paranoïa politique pour te tenir éveillé la nuit. Dans la plupart des enfances, tes potes sont les gosses qui partagent des snacks, des jouets et une envie mutuelle d'éviter les devoirs. Mais quand t'es le futur pharaon, tes amis, c'est plus des ennemis potentiels emballés dans des tuniques de lin. Chaque gosse avec qui tu interagis est une variable politique. Ce garçon joyeux qui fait la course avec toi dans les jardins du palais? C'est le fils du grand prêtre. Celui qui gagne toujours au jeu de société? Neveu d'un général. Et la fille avec qui t'aimes bien discuter? Déjà promise à ton cousin pour la stabilité dynastique.
T'es pas entouré d'amis, t'es entouré de gens avec des titres, des lignées et des parents qui ont l'air super nerveux. Tout le monde fait bonne figure, mais seulement parce que t'es considéré comme sacré et que leur carrière dépend de ta faveur. C'est pas de l'amitié, c'est du networking. Même tes tuteurs font un rapport sur ton comportement. T'as montré des signes d'indépendance? Excellent. Et aussi menaçant? T'as remis en question les rituels? Pas excellent et possiblement hérétique. T'as demandé si ton cousin pouvait arrêter de te fixer pendant le déjeuner? Alarmant et ça va définitivement dans le parchemin. L'intimité, ça existe pas. Tu peux pas te faufiler pour t'amuser parce que le fun, c'est suspect. Si tu disparais pendant 10 minutes, quelqu'un alerte la garde du palais. T'es divin après tout, et le divin doit pas se balader sans surveillance comme la chèvre d'un fermier lambda. Et que le ciel t'aide si tu montres du favoritisme. Invite un enfant à jouer à la sonnette et 3 autres écrivent des lettres de colère en pictogramme. Dis un mot gentil à la fille d'un noble et soudain, il y a une rumeur que t'as choisi ta reine à 9 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens méfiant, poli, politiquement neutre. Tu maîtrises l'art de rire sans le penser et de complimenter des tuniques que tu détestes en secret. Tu apprends à faire en sorte que chaque amitié semble égale parce que si quelqu'un se sent lésé, sa famille pourrait comploter contre toi pendant le petit déjeuner. C'est la version royale de pas de nouveaux amis. Pas parce que t'en veux pas, mais parce que n'importe lequel d'entre eux pourrait devenir ton assassin, ton rival ou, pire, ton beau-frère. Maintenant, t'es pas juste un prince. T'es officiellement divin. Pas royal divin, vraiment Dieu sur terre divin. Les prêtres le confirment. Les parchemins le disent. Et les gens s'inclinent comme si t'avais personnellement inventé la lumière du soleil, ce qui sonne impressionnant jusqu'à ce que tu réalises que personne t'a demandé si t'étais prêt pour ce genre de pression. Chaque fois que tu éternues, quelqu'un déclare que c'est un message des cieux. Chaque pas que tu fais est ritualisé. Et chaque erreur que tu commets doit être soigneusement expliquée d'une manière qui n'implique pas que les dieux sont maladroits ou oublieux. Mais voilà le truc. Alors que tout le monde t'appelle Horus sur Terre, tu te cognes toujours l'orteil, t'as toujours des boutons et t'as toujours mal au ventre à cause de trop de figues. Divin peut-être, mais pas immunisé contre une mauvaise digestion. La contradiction est hallucinante. On t'enseigne que t'es tout-puissant, mais tu peux pas quitter le palais sans 5 gardes, 3 prêtres et une procession en char. T'es censé contrôler les crues du Nil, mais si tu trébuches sur un chat, quelqu'un commence à chuchoter des mauvais présages. On attend aussi de toi que tu maintiennes l'équilibre divin du cosmos. Ça sonne poétique jusqu'à ce que tu réalises que ça veut dire que t'es personnellement blâmé s'il y a une sécheresse, une émeute ou une récolte un peu décevante. Et bien sûr, il y a les rituels, des rituels constants et épuisants. Tu dois parler avec des phrases divines spéciales. Tu manges de la nourriture sanctifiée. Tu participes à des cérémonies où tu dois faire semblant de vaincre le mal en utilisant des accessoires et des objets en or lourd tout en transpirant dans une tunique de lin. En privé, t'as peut-être des doutes, peut-être même de l'ennui. Mais tu peux pas le dire parce que dire « je suis pas sûr d'être un dieu » est le moyen le plus rapide de provoquer une crise théologique ou de te faire remplacer par un cousin qui est sûr de l'être. Alors tu souris, tu bénis des statues, tu salues depuis les balcons et tu te demandes discrètement combien de dieux avant toi ont aussi secrètement détesté ce Job. Parce que voilà la vérité. Être un dieu, c'était pas libérateur. C'était une performance à plein temps avec des conséquences éternelles. On attendait de toi que tu sois parfait, mystique et céleste. Même les jours où tout ce que tu voulais vraiment, c'était manger une grenade en paix. Et personne te prévient que plus il te place haut, plus tu te sens seul au sommet du mont de l'attente divine. Donc, la puberté est arrivée. Ta voix mue. Ton corps change. Et juste au moment où les choses ne pouvaient pas être plus gênantes, tes conseillers arrivent avec un parchemin et un sourire annonçant « Il est temps de choisir une épouse. » De préférence, ta sœur. Oui, ta sœur. Dans la noble tradition de maintenir la lignée pure, un terme qui ici signifie génétiquement risqué, on attend maintenant de toi que tu épouses une proche parente. Ta tante, ta demi-sœur, ta cousine, toutes des options parfaitement acceptables selon la politique dynastique et zéro conseiller en génétique. Roman sort de propos, préférence personnelle pas au programme. C'est une question d'image. T'es divin. Elle est divine. Et rien ne crie plus légitimité divine que de se tenir la main à ton mariage avec quelqu'un qui a aussi partagé ta nourrice. Pendant ce temps, le palais est en ébullition.
Les fonctionnaires de la cour débattent de quel parent est le moins apparenté comme si c'était une énigme des dieux. Les prêtres sont ravis. La lignée reste céleste. Les domestiques placent des paris. Toi, t'essaies juste de faire comme si c'était normal. Mais ça s'améliore parce qu'il s'agit pas juste du mariage. Il s'agit d'héritiers, vite. T'as à peine dépassé ton premier poil au menton et il y a déjà une pression pour produire un mini-pharaon pour assurer la relève. Pas de pression, gamin. Juste l'Égypte entière qui compte sur tes hormones adolescentes maladroites. Et pendant que tout ça se passe, on attend de toi que tu restes calme, posé et cérémoniel. Parce que t'es pas juste un mari. T'es un symbole d'ordre, de fertilité et de pouvoir cosmique divin, surtout pendant les rituels où tu défiles avec ta nouvelle épouse, qui, pour te le rappeler encore, peut aussi être ta nièce. En privé, t'as peut-être du dégoût, de la confusion ou juste le besoin irrésistible de fuir dans le désert et de hurler dans une dune de sable. Mais exprimer ça te ferait passer pour instable. Alors, à la place, tu acquiesces, tu souris, tu assistes au banquet, tu épouses ta sœur et tu te convaincs que c'est pour le bien du royaume. Parce que qu'est-ce qu'un peu de consanguinité quand le destin de l'Égypte dépend de toi pour produire un héritier convenablement divin qui aura peut-être 3 coudes? C'est la puberté royale sponsorisée par la génétique, la politique et le déni. Et la seule chose de plus tordue que l'arbre généalogique, c'est de faire semblant que tout ça est complètement divin. T'as enfin été couronné pharaon. Il est temps de profiter de la gloire, non? Pas vraiment. D'abord, il colle une fausse barbe à ton menton avec de la cire d'abeille et attache un cobra à ton front. Félicitations. T'as maintenant l'air d'une statue très anxieuse avec mal au dos. Parlons de la couronne. C'est pas un bel accessoire royal léger. C'est une coiffe solide, souvent à double couche, faite de cuir, de lin et parfois de vrai métal. Tu portes du symbolisme lourd et transpirant, et tu dois rester debout pendant des heures en la portant au soleil pendant que des prêtres chantent des trucs à ton oreille sur l'univers qui dépend de ta posture. La double couronne, c'est la vraie star ici. Elle combine la couronne rouge de la Basse-Égypte avec la couronne blanche de la Haute-Égypte, signifiant que tu règles sur tout, ce qui est magnifique en théorie et terrible pour ton cou. T'as l'impression d'équilibrer 2 casques et une plante verte sur ton crâne. Ensuite, il y a les tenues cérémonielles. De longs kilts blancs, des ceintures en peau de léopard, des pectoraux en or, tous faits pour impressionner les dieux et submerger tes articulations. Le lin colle partout où il faut pas. L'or respire pas et t'as pas le droit de bouger même si un insecte te grimpe sur le tibia. Et les sandales, oublie le confort. Elles sont décoratives. Ce sont essentiellement des tonnes en papyrus qui offrent aucun soutien de la voûte plantaire et te rappellent constamment que le style dans l'Égypte antique passait avant la circulation sanguine. Mais rien de tout ça est facultatif. Tu dois avoir l'air divin, pas confortable divin, sculpté dans une divinité éternelle divin. Même si tu transpires à grosses gouttes, que tu frottes dans de l'or et que t'essaies désespérément de pas t'évanouir dans le Nil, chaque tenue que tu portes, chaque couleur que tu choisis, chaque plume qui dépasse maladroitement de ta coiffe a des implications cosmiques. Le mauvais symbole pourrait offenser un dieu. La mauvaise couleur pourrait signaler une instabilité politique. Le mauvais ourlet pourrait accidentellement invoquer une famine. Pas de pression. Tu fais maintenant partie d'une déclaration de mode vieille de plusieurs siècles faite pour les dieux, pas pour la flexibilité ou la circulation de l'air. Et la seule chose de plus épuisante que de diriger l'Égypte, c'est de le faire en portant 15 kg de religiosité spirituelle et en faisant semblant que rien de tout ça ne te gratte. Ton trône est peut-être en or, mais il n'est pas ergonomique. Et la seule chose de plus lourde que la couronne sur ta tête, c'est l'attente que tu la portes comme si t'aimais ça. Être pharaon, ça venait avec un pouvoir illimité et un blâme illimité. T'étais vénéré comme un dieu vivant, bien sûr. Mais dès que quelque chose tournait mal, tout le royaume te regardait droit dans les yeux comme si t'avais personnellement débranché le Nil. Trop de pluie? Clairement, le pharaon est déséquilibré. Pas assez de pluie? Les dieux doivent punir le pharaon. Les récoltes sont mauvaises? C'est ta faute aussi. Et si quelqu'un se cognait l'orteil sur une marche du temple, c'est probablement parce que t'as mis en colère Bastet en éternuant de la mauvaise façon pendant le rituel de la semaine dernière. T'étais le chef d'État, le chef de la religion et le chef de la maintenance cosmique. Si le soleil se levait pas correctement, les gens supposaient pas le mauvais temps. Ils supposaient que t'avais oublié de prier assez fort. T'avais un seul boulot. Garder l'univers en bon état de marche. T'avais aussi aucune idée de comment faire ça. Et à cause de ton statut divin,
tu pouvais pas admettre ton ignorance. Je sais pas pourquoi il y a une invasion de grenouilles n'était pas une réponse valable. Tu devais soit faire semblant d'avoir un plan, soit inventer un rituel sur place et faire comme si t'avais prévu de le faire depuis le début. Même tes rêves étaient propriété publique. Si t'avais un mauvais rêve, tes astrologues de la cour se rassemblaient, griffonnaient furieusement et déclaraient probablement qu'un nouveau temple devait être construit immédiatement pour protéger l'Égypte de ton subconscient. Mal de tête? C'est un présage national. T'es réveillé en retard? Un scribe officiel le note comme un signe possible de déséquilibre apocalyptique. Un éternuement de trop et une chèvre est sacrifiée juste par précaution. Et si les choses tournaient vraiment mal, famine, soulèvement, peste, tempête de sable, incident avec un crocodile, les gens disaient pas « Waouh, la nature est folle ». Ils disaient « Le pharaon doit être faible ou pire ». Peut-être que les dieux veulent un nouveau pharaon. Alors tu te promènes drapé d'or, entouré d'encens et flanqué de gardes du corps tout en te demandant discrètement si tes citoyens construisent une nouvelle statue ou creusent une nouvelle tombe. Le rôle de pharaon, c'était pas juste diriger le pays. C'était absorber le blâme pour chaque piqûre de moustique, berge de rivière boueuse ou à sacrificielle mal cuite. Parce que quand t'es divin, il n'y a pas de simples erreurs. C'était jamais juste ton boulot de diriger. C'était ton boulot d'être parfait et d'encaisser quand l'univers avait un hoquet. Être pharaon, ça voulait dire des réveils matinaux. Ton réveil, c'était pas doux. Il impliquait des chants rituels, de l'encens brûlé et un groupe de prêtres lourdement parfumés qui jugeaient discrètement ta posture. Une personne normale pourrait commencer sa journée avec un café. Toi, tu commences par être rituellement purifié avec de l'eau d'un bassin sacré qui est probablement plus froide que l'au-delà. Ensuite, c'est directement dans le dressing. Pas pour le fun, mais parce que ton lin devait être béni, préplié et probablement repassé avec de la lumière de lune ou quelque chose d'aussi dramatique. T'es à peine réveillé, mais t'as déjà 30 couches et une plaque de poitrine en forme de faucon. Ensuite, le cycle rituel commence. Tu entres dans le temple. Un prêtre déroule un parchemin de la longueur d'un crocodile. On attend de toi que tu effectues des gestes sacrés dans un ordre parfait. La main ici, la tête là, un sourire narquois à la statue, chante le nom d'un dieu que t'as pas étudié depuis l'enfance. Oublie faire une erreur. Une mauvaise syllabe et soudain, on te blâme pour l'assèchement du Nil, la mort du bétail ou la lune qui a pas l'air pas assez divin. Tout devait être fait à la perfection pour maintenir l'équilibre sacré de l'univers, qui, pour une raison obscure, semblait dépendre de ta capacité à agiter l'encens correctement. Les rituels étaient pas courts non plus. Certaines cérémonies duraient des heures et t'avais pas le droit de bâiller. Ni de t'avachir. Surtout pas de dire « on a vraiment besoin de badigeonner d'huile sacrée les 43 statues aujourd'hui ». C'était pas juste un devoir religieux. C'était du théâtre national. Les prêtres jouaient la comédie, les scribes enregistraient, les spectateurs acquiesçaient avec une mine grave d'approbation spirituelle. Pendant ce temps, toi, t'étais là, raide comme un piquet, à faire semblant de pas avoir de crampes dans ta jambe de Dieu. Et tout ça, avant de faire quoi que ce soit qui ressemble à diriger le royaume. Alors oui, t'étais la personne la plus puissante d'Égypte. Mais tes matins étaient dictés par l'astrologie, les présages d'oiseaux et une liste de contrôles cérémoniels qui faisaient passer les formulaires fiscaux modernes pour des jeux. Au moment où le soleil se levait pour de vrai, t'étais déjà claqué et t'avais encore 12 rituels, 3 apparitions publiques et un sourire divin soigneusement scénarisé à faire. En tant que pharaon, t'étais la figure la plus puissante du royaume. Et ça voulait dire que chaque personne autour de toi faisait semblant de t'aimer ou calculait comment te remplacer. Tes gardes, loyaux, oui, jusqu'à ce que quelqu'un leur offre assez d'or, de chèvre ou de faveurs spirituelles. Tes conseillers, toujours souriants, toujours acquiescants, toujours en train de te rappeler accidentellement que ton cousin est très populaire auprès de l'armée. Même ton échanson était bizarrement enthousiaste à l'idée de t'apporter des boissons, comme s'il voulait que tu remarques à quel point elles étaient pas empoisonnées. Et faut pas oublier ta famille royale élargie. Un bordel sans nom de demi-frères, donc les deux gens qui s'appelaient Ramsès et qui voulaient clairement tes sandales. C'étaient pas des proches. C'étaient des candidats à la succession. Chaque conversation dans le couloir pouvait être une embuscade. Chaque banquet, un potentiel dernier souper. Tu pouvais pas te détendre dans ton propre palais sans te demander si le cobra décoratif sur ta chaise était assez décoratif. La paranoïa était justifiée. Les assassinats, c'était presque un sport égyptien. Si tu mourais soudainement, c'était souvent décrit comme un mystère divin,
ce qui voulait vraiment dire que quelqu'un avait fait preuve de créativité avec du vin de date et du venin de scorpion. Alors, tu développais des habitudes. T'avais des goûteurs, tu faisais tourner les domestiques, tu changeais ta routine quotidienne au hasard. Pas parce que ça aidait, mais au moins ça rendait la trahison un peu moins pratique. Et le sommeil, bonne chance. Tu te reposais dans une pièce gardée avec des portes à triple verrouillage, une dague cérémonielle sous ton oreiller et un garde dont tu faisais qu'à moitié confiance, posté à l'entrée, en train de s'entraîner à faire sa meilleure tête de « c'est pas moi ». Mais le plus épuisant, c'était pas d'éviter la mort. C'était de faire semblant que tu savais pas qu'elle arrivait. Tu devais rester calme, divin et imperturbable parce que montrer de la peur, c'était montrer de la faiblesse, et la faiblesse, c'était une opportunité. Chaque regard, chaque poignée de main, chaque compliment bien placé pouvait faire partie de l'ascension de quelqu'un vers ton trône. Et si tu faisais l'erreur de faire confiance à la mauvaise personne, eh bien, t'aurais plus à te soucier de la politique. Être pharaon, c'était pas diriger. C'était survivre dans un palais rempli de gens qui s'inclinaient le jour et affûtaient des couteaux la nuit. En tant que pharaon, on attendait de toi que tu sois beaucoup de choses. Divin, sage, inébranlablement calme et incroyablement photogénique par 40 degrés à l'ombre, tout en portant un pectoral en or et un sourire qui suggérait pas un effondrement imminent. La vie publique égyptienne était construite autour de la cérémonie. De longues et élaborées processions à travers des rues bondées de gens qui t'aimaient, te craignaient ou venaient juste pour le pain gratuit. T'étais debout dans des chars à agiter la main comme une divinité en parade tout en te demandant secrètement si t'évanouir était considéré comme un mauvais présage. Les tenues aidaient pas. T'étais orné de robes élaborées, de bijoux étincelants, de sceptres symboliques et d'une coiffe cérémonielle qui emprisonnait la chaleur comme un four portable. Ton lin collait là où il devait jamais coller et tes sandales faisaient un bruit de succion comme si elles étaient remplies de papyrus détrempés. Tu restais debout pendant des heures de rituel, à bénir des vaches sacrées, à couper des rubans cérémoniels avec un couteau en or, évidemment, et à accepter des offrandes que tu voulais pas de nobles à qui tu faisais pas confiance. Tu souriais, tu acquiesçais et occasionnellement tu marmonnais et que les dieux vous bénissent tout en mourant intérieurement. Le soleil? Il s'en foutait que tu sois un dieu. Il cognait comme un jugement divin. Ton maquillage coulait, ton encens t'étouffait. Et pourtant, chaque œil dans la foule te regardait, s'attendant à voir la perfection, pas un coup de chaleur dans un pagne en peau de léopard. Et si tu vacillais, si t'avais l'air fatigué ou ennuyé, ou, que les dieux t'en préservent, un peu humain, les rumeurs commenceraient. Le pharaon est mécontent. Le pharaon est faible. Les cieux tremblent. Tu manques une bénédiction doigt cérémonielle et soudain, les gens chuchotent une sécheresse. Même les festivals, qui ont l'air fun, c'était juste plus de boulot. T'étais obligé d'assister à des banquets où tu pouvais pas manger, à des danses où tu pouvais pas bouger et à des pièces de théâtre religieuses où tu jouais ton propre rôle et t'avais toujours pas un rôle parlant. C'était pas une célébration, c'était du théâtre. Et t'étais l'acteur principal à chaque fois. À la fin de la journée, tu rentrais en boitant au palais, trempé de sueur et de divinité, en te demandant combien de statues tu devais encore bénir avant que les dieux te donnent enfin le droit à une sieste. Être pharaon en public, c'était faire constamment semblant de passer un moment spirituellement profond tout en rôtissant lentement comme un canard cérémoniel exposé. En apparence, t'étais pharaon, Horus sur terre, seigneur des deux terres, souverain divin de toutes les choses adjacentes au Nil. Mais derrière cette façade scintillante se cachait une force encore plus puissante, les prêtres. Tu vois, les temples, c'était pas juste pour prier. C'était des banques, des fermes, des écoles, des bibliothèques, des bureaux des impôts et, selon toute probabilité, l'équivalent égyptien antique des centres de données. Le clergé contrôlait le grain, la terre, l'or, l'opinion publique et la culpabilité métaphysique, ce qui voulait dire que pendant que toi tu portais la couronne, eux ils tenaient les registres. Chaque temple était un royaume à l'intérieur de ton royaume et son grand prêtre était son PDG. C'était pas de gentils vieux messieurs qui fredonnaient des hymnes. C'étaient des stratèges politiques en robe, parlant couramment l'astrologie, la comptabilité et le chantage subtil. Ils géraient les dieux, les festivals, les présages et, plus important encore, ton image publique. Si tu éternuais un jour de fête, ils pouvaient l'interpréter comme une désapprobation divine. Si tu portais une écharpe de la mauvaise couleur, ça pouvait signifier que Ra était triste et soudain, les émeutes de l'orge commencent. Et pourtant, tu devais travailler avec eux. Sans les prêtres, ta divinité pouvait disparaître du jour au lendemain. Il suffisait d'une nouvelle prophétie gravée sur un mur du temple et pouf, les dieux ont choisi un autre. Pire,
Les temples étaient exonérés d'impôts. Il amassait des richesses avec une immunité sacrée. Pendant ce temps, ton trésor avait du mal à rester plein à moins que tu commences une guerre, que tu vendes du grain ou que tu raquettes une caravane de marchands. Les prêtres, ils avaient des statues en or de chacal avec de meilleurs plans de retraite que tes généraux. Mais le pire, c'est qu'ils faisaient semblant de te servir, Pharaon. Nous vivons uniquement pour défendre ta volonté divine, il disait tout en détournant discrètement des ressources, en gérant des espions et en conseillant à tes ennemis d'essayer la prière et aussi la trahison. T'étais la figure de proue, le symbole baigné de soleil, le Dieu vivant et eux, c'était le comité qui décidait à quel point t'avais le droit d'être divin cette semaine. Tu t'embrouilles avec les temples et la nation se rebelle. Tu obéis aux temples et tu deviens lentement leur mascotte. C'était une lutte de pouvoir avec de l'encens et de l'agression passive. Et plus ton règne durait, plus tu réalisais que les dieux vivent peut-être dans les cieux, mais leurs comptables vivaient définitivement à Karnak. Dans la plupart des familles, le drame, ça veut dire que quelqu'un a oublié un anniversaire ou fait une remarque acerbe pendant le dîner. Dans la tienne, ça veut dire conspiration, coup d'état et l'occasionnel incident accidentel de fosse au crocodile. Parce qu'en tant que pharaon, ta plus grande menace, c'était pas une armée étrangère. C'était ta propre lignée. T'as été élevé dans un palais rempli de frères, de cousins, d'oncles et de demi-oncles qui croyaient tous qu'ils devraient être assis sur ton trône. Certains étaient ambitieux, d'autres étaient délirants, tous étaient dangereux. La succession. C'était un cauchemar. L'Égypte n'avait pas une règle du genre l'aîné à tout. C'était plutôt du genre celui qui survit le plus d'attentats à l'assassinat et obtient l'approbation des prêtres gagne. La moitié de la cour passait son temps à essayer de deviner lequel de tes fils pourrait devenir le prochain pharaon et l'autre moitié essayait de s'assurer que c'était pas le mauvais. Tes propres enfants étaient préparés comme des chevaux de course. Chacun avait des factions, des tuteurs, des espions et des mères qui chuchotaient des histoires du soir sur la façon dont les dieux choisissent toujours l'héritier le plus beau. Subtil. Pendant ce temps, tes frères et tes oncles se contentaient pas d'être des personnages de fonds royaux. Chacun d'eux avait au moins un général en numérotation abrégée et une familiarité inquiétante avec les chutes accidentelles d'escalier. Et bien sûr, il y avait les reines. Oui, au pluriel. T'avais plusieurs épouses, souvent toutes vivant sous le même toit, formant des alliances et des rivalités avec la précision de maîtres d'échecs politiques. Un mauvais regard à la mauvaise femme royale et soudain, le personnel de cuisine remplace discrètement ton goûteur de vin. La vie au palais, c'était comme vivre dans une très belle cage trop parfumée où tout le monde était soit ton parent, soit ton futur usurpateur. Et les funérailles, oh le drame. Chaque mort devenait une mort suspecte. Chaque maladie, un empoisonnement potentiel. Chaque crise de toux, un sujet de commérage de temple. Même ta propre sépulture était pas sûre. Les tombes étaient pillées, les noms étaient effacés et ton propre fils loyal pouvait finir ta pyramide et ensuite commencer immédiatement à graver ton héritage parce qu'il en voulait un plus grand. Être pharaon, ça voulait dire que les gens qui te connaissaient le mieux étaient aussi les gens qui voulaient le plus que tu sois viré poliment, définitivement. C'était une forêt royale pleine de serpents. Alors, après une vie de rituels, de paranoïa, de coups de chaleur et de coups de poignard dans le dos en famille, tu meurs enfin. Tu pourrais penser que t'as mérité une pause. Mais non, en Égypte, être mort, ça voulait pas dire être fini. Ça voulait juste dire que t'allais devenir un symbole spirituel à plein temps et un accessoire de film d'horreur à temps partiel. Le processus d'embaumement commence immédiatement. Tes organes internes sont retirés, pesés et poliment fourrés dans des vases canopes. Chacun gardé par une divinité funéraire à tête d'animal comme une équipe Pokémon post-mortem. Ton cerveau est retiré par le nez avec un crochet. Pas parce qu'il est inutile, mais parce que la tradition le veut. Ensuite, tu es bourré de linges imbibés de résine et de natron jusqu'à ce que tu ressembles à un raisin sacré dans un bandage très chic. Ton corps devient une relique politique enveloppée plus serrée que tes parchemins d'impôts du palais. Ensuite, il y a le cercueil, ou plutôt les cercueils, au pluriel. T'es fourré dans une série de boîtes en bois de plus en plus ornées comme une sorte de poupée russe divine. Chacune recouverte d'inscriptions en feuilles d'or et de sorts protecteurs au cas où tu rencontres des fantômes grossiers sur ton chemin vers l'au-delà. Mais le clou du spectacle, c'est la tombe. T'as passé la moitié de ta vie et la moitié du PIB du royaume à construire un mausolée conçu pour crier l'immortalité. Les murs sont recouverts d'instructions, de prières et d'images maladroitement dessinées de toi en train de châtier des ennemis qui vont définitivement pas t'embêter dans l'au-delà. Malheureusement, ta tombe crie aussi « S'il vous plaît, pillez-moi ». Malgré les malédictions,
les gardes et les illusions d'optique architecturale, la plupart des tombes de pharaons ont été pillées en quelques décennies, voire quelques heures après avoir été scellées. Alors que tes prêtres chantaient des prières sur ton esprit éternel, des criminels locaux s'enfuyaient en courant avec ton repose-pied plaqué or. Mais le pire, c'est que si ton nom est oublié, si ta tombe est profanée ou si ton corps momifié se retrouve dans une boutique de musée 3000 ans plus tard, t'as pas du tout la chance de profiter de l'au-delà. C'est vrai. Un oubli bureaucratique était coincé à hanter un pauvre archéologue pour toujours. T'étais peut-être roi dans la vie, mais dans la mort, t'es un appât de musée, une monnaie politique ou un compte de mise en garde gravé dans du calcaire. Et dire que t'as même pas encore atteint la salle du jugement. Pour quelqu'un vendu comme un être divin, t'as passé beaucoup de temps en danger mortel. Être pharaon, c'était pas juste construire des temples et poser pour des statues. Non, ça voulait aussi dire diriger des armées personnellement, c'est-à-dire attraper ton char de guerre, attacher une épée en bronze et aller châtier des étrangers avant le petit déjeuner. Tes généraux faisaient les plans. Les scribes écrivaient la propagande. Mais toi, tu devais te pointer et faire semblant de pas être terrifié. Parce que l'autorité divine marchait seulement si les gens te voyaient mener physiquement la charge, même si t'avais absolument aucune idée de comment tenir une lance sans avoir l'air d'essayer de ramasser du linge. Et oublie te cacher dans une tente comme un roi médiéval. On attendait de toi que tu chevauches à l'avant de la formation, en agitant une hache cérémonielle et en criant ton slogan divin. Généralement un truc du genre les dieux vont vous écraser tout en espérant silencieusement que l'ennemi ait pas de meilleurs archers cette année. Même si la bataille se passait bien, tu pouvais pas gagner discrètement. Tu devais rentrer à la maison avec des prisonniers, du butin et assez de mains coupées pour impressionner les comptables du temple. Tout ça serait défilé dans les rues pendant que tu sourirais et essaierais d'avoir l'air à la fois humble et terrifiant. Perdre la bataille par contre, c'est un problème. Un gros problème. Parce que les pharaons perdent pas. Si t'étais blessé, humilié ou, que les dieux t'en préservent, si tu t'enfuyais, les prêtres pourraient l'interpréter comme une désapprobation divine ou, pire, une excuse pour te remplacer par quelqu'un qui a pas été maudit par la défaite. Alors maintenant, t'es coincé dans un cycle. Augmenter les impôts pour financer une guerre, mener la guerre pour protéger ton image, puis construire un monument pour exagérer la guerre au cas où les gens remarqueraient que t'as failli mourir. C'est cher, épuisant et extrêmement mauvais pour ta tension artérielle. Et voilà le truc. Même si t'avais pas envie de te battre, t'avais souvent pas le choix. Les généraux l'exigeaient. Les conseillers insistaient. Les dieux envoyaient un rêve. Ou peut-être que les prêtres manquaient juste de trucs à faire et ont décidé que c'était à nouveau la saison du châtiment. T'étais pas juste pharaon. T'étais le service marketing de l'ambition militaire nationale. Et si tu gagnais pas, t'avais intérêt à espérer qu'ils t'enterrent vite parce que l'histoire est pas tendre avec les héros de guerre divins qui rentrent à la maison sans trophée. Après tous les rituels, la guerre, les coups de poignard dans le dos en famille et la paranoïa enveloppée de lin, tu pourrais penser que l'histoire te donnerait au moins une ovation debout. Mais non, l'insulte finale d'être pharaon, c'était ça. Ton héritage était entièrement hors de ton contrôle. Tu pouvais commander le plus grand temple, graver ton nom sur chaque obélisque et t'enterrer sous une montagne d'or. Mais il suffisait d'un successeur jaloux avec un ciseau et pouf, t'as jamais existé. Nom effacé, statut profané, réalisation réattribuée à ton arrière-neveu qui a régné pendant 6 minutes et s'est déclaré fils du soleil et aussi super cool. Effacer les noms, c'était pas juste de la mesquinerie, c'était un meurtre spirituel. Dans l'Égypte antique, si personne ne prononçait ton nom, ton âme pouvait pas atteindre l'au-delà, ce qui veut dire que t'étais pas juste oublié. T'étais piégé dans les limbes cosmiques parce que ton arrière-petit-fils voulait le budget de ta pyramide. Et même s'il t'effaçait pas, il pouvait simplement te réécrire. Soudain, ta bataille désastreuse devient une glorieuse victoire. Ta personnalité effacée devient héroïque. Cet incident embarrassant avec le crocodile est complètement omis. Les générations futures traitaient ton héritage comme un projet de groupe pour lequel ils avaient pas lu les notes. On se souvenait de toi non pas pour qui t'étais, mais pour ce qui rendait le prochain plus beau. Et pour certains pharaons, la vraie humiliation est venue des milliers d'années plus tard, quand leurs tombes soigneusement gardées ont été découvertes par des archéologues qui les ont immédiatement ouvertes, ont mis leurs momies sous des néons et ont envoyé leurs ongles de pied dans des musées. Ce sarcophage en or que t'as passé ta vie à préparer, c'est maintenant une vitrine pour les sorties scolaires. Tes rognures d'ongles royales sont étiquetées, cataloguées et potentiellement disponibles dans la boutique de souvenirs en porte-clés. T'as régné sur des empires. T'étais un dieu. Et maintenant,
t'es un squelette dans une boîte climatisée pendant que des touristes prononcent mal ton nom et se demandent si tes malédictions sont toujours actives. Alors oui, t'étais l'incarnation vivante de l'ordre divin, l'élu de Ra, le seigneur des deux terres, et ta plus grande récompense est d'être légèrement mal représenté par un blogueur de voyage 3000 ans plus tard. Harald Sigurdsson est entré dans le monde en 1015 en hurlant, on suppose, dans un royaume déjà en flammes. La Norvège était un champ de bataille. Son demi-frère Olaf Haraldsson se battait bec et ongle pour unifier le pays sous une seule couronne. Ça se passait pas bien. Les nobles détestaient Olaf. Les Danois voulaient sa tête et les vieilles traditions païennes craquaient sous le poids de la royauté chrétienne. Alors le bébé Harald est né non pas dans un berceau de confort mais dans un monde de pointes d'épée, d'alliances changeantes et de vendettas sanglantes. Sa famille était pas ordinaire non plus. Son père Sigurdsir était un roi mineur, plus fermier que guerrier, mais riche et respecté. Sa mère Asta Gudbrandsdottir était l'allumeuse politique de la famille, ambitieuse, rusée et farouchement chrétienne. Et surtout, elle était la mère d'Olaf Haraldsson, bientôt Saint Olaf. Ça faisait d'Harald un prince de sang et de destin, et un frère cadet qui grandirait en regardant un roi guerrier essayer d'unifier un pays à coups de griffes. Dès le début, Harald n'a pas été traité comme un enfant qui pourrait un jour faire quelque chose d'important. Il a été formé comme une future pièce d'échecs dans un jeu déjà sanglant. À 10 ans, il savait manier une épée. À 11 ans, il savait monter à cheval. Et à 15 ans, il montait au combat. Oui, 15 ans. C'était l'année où Olaf a perdu son trône au profit des envahisseurs danois et est revenu d'exil en 1030 pour le récupérer. Il a rassemblé une armée disparate de loyalistes et a marché vers sa perte à la bataille de Stiklestad. Et devinez qui a chevauché avec lui? Harald. Juste 15 ans. Harald a chevauché aux côtés de son frère légendaire dans les dents d'une armée supérieure. Pas de peinture de guerre, pas d'armure glorieuse, juste un adolescent en côte de maille avec trop d'idéalisme et pas assez de peur. La bataille a été un désastre. Olaf a été tué, Harald blessé et probablement en état de choc a été forcé de fuir dans les montagnes avec les restes de l'armée. Et à partir de ce moment, Harald ne serait plus jamais un enfant. Il serait un fugitif, un survivant et un homme façonné par la défaite. Le prince viking était entré en scène non pas dans la gloire mais dans le sang et la retraite. Ce n'était pas la fin de l'histoire d'Harald. C'était juste le prologue. Après Stiklestad, Harald n'a pas disparu. Il a reculé. Blessé et en deuil, il s'est enfui vers l'est, traversant l'épine dorsale enneigée de la Scandinavie jusqu'aux larges rivières et aux forêts sombres de la Russe de Kiev. Pour la plupart des Norvégiens, ça voulait dire l'exil. Mais pour Harald, c'était une seconde chance. À l'époque, la Russe de Kiev était une puissance montante, slave, nordique, influencée par Byzance et gouvernée par Yaroslav le Sage. Heureusement pour Harald, Yaroslav avait un faible pour la royauté viking bien connectée. Encore plus heureux, la cour de Yaroslav grouillait déjà de mercenaires nordiques. Harald s'intégrait parfaitement. Mais c'était pas un job peinard dans un palais royal. Harald s'est engagé à se battre et il s'est battu contre des pillards, des nomades des steppes, des princes rebelles. Harald a gagné ses cicatrices et son argent. Il a tellement impressionné Yaroslav qu'il a reçu le commandement de troupes à peine un an après son arrivée. Il est aussi peut-être tombé amoureux d'une des filles de Yaroslav, mais on y reviendra. La réputation du jeune viking a grandi. Il était grand, féroce et intelligent en tactique. Alors que la plupart des guerriers chargeaient tête baissée dans la bataille, Harald flanquait, feignait et attendait son moment pour frapper. Si tu étais sous ses ordres, t'apprenais la discipline. Si tu l'affrontais, t'apprenais le regret. Maintenant, Harald avait mûri en quelque chose de bien plus dangereux qu'un prince adolescent désespéré. C'était un opérateur, un chef de guerre en exil sans trône, sans patrie et sans maître. Mais la Russe n'était pas l'endroit où Harald prévoyait de finir ses jours. C'était une forge qui façonnait le fer. Il voulait plus. Et donc, à la fin des années 1030, Harald tourna son regard vers le sud, vers Constantinople. C'était la ville la plus riche de la planète, gardée par des murs plus hauts que la plupart des montagnes chez lui et remplie d'or, de politique et de guerre sans fin. L'empereur byzantin avait besoin de soldats. Harald avait besoin d'un royaume. Un accord attendait. Alors il quitta la cour de Yaroslav et voyagea vers la ville que les Nordiques appelaient Miklagar, la grande ville. Il y allait pas en pèlerin. Il allait rejoindre l'unité de mercenaires la plus élitiste du monde médiéval, la garde varangienne. C'était pas juste une évolution de carrière.
C'était une invasion de l'Empire byzantin de l'intérieur et Harald allait devenir une des épées les plus craintes de leur arsenal. Quand Harald atteignit Constantinople au début des années 1040, il entra dans un monde qui faisait passer même les Vikings les plus riches pour des paysans. La grande ville brillait de coupoles, de mosaïques, de soie et de secrets. C'était le cœur battant de l'Empire byzantin et Harald en voulait un morceau. Il rejoignit la garde varangienne, une unité d'élite composée principalement de mercenaires nordiques et anglo-saxons. Leur boulot ? Garder l'empereur, mener ses guerres et garder une hache très tranchante à portée de main au cas où les choses deviendraient politiques. Harald n'était pas juste une brute avec une barbe. Il a monté les échelons rapidement. Sa taille, sa ruse et la férocité de son style de combat ont fait tourner les têtes. Il n'a pas juste survécu à Byzance. Il a prospéré. Au cours des années suivantes, Harald Hardrada est devenu une tempête vivante. Il a combattu en Sicile contre des rebelles arabes. Il a combattu des pirates dans la mer Égée. Il a marché à travers l'Anatolie, a traversé la Terre Sainte et a même atteint Jérusalem où la légende dit qu'il s'est baigné dans le fleuve Jourdain et a fait vœu de régner un jour sur un royaume qui lui soit propre. Mais Harald faisait pas que balancer une épée. Il observait, apprenait, complotait. La politique byzantine était une fosse aux vipères. Les courtisans, les généraux et les eunuques se poignardaient tous dans le dos avec un sourire. Et si Harald ne pouvait pas déjouer l'élite du palais, il pouvait leur survivre. Il était là pendant plusieurs changements d'empereur, des troubles civils et des coups d'état louches. Et à travers tout ça, il a continué à monter. Il est aussi devenu très riche, butin de guerre, pot de vin, cadeaux. Certains disent qu'il a même caché un trésor à Constantinople pour le récupérer plus tard. Il portait de la soie, pas de la fourrure, de l'or, pas du bronze. C'était pas le garçon viking qui avait fui Stiklestad. C'était un guerrier chevronné avec plus de vernis byzantin que la plupart des courtisans grecs. Mais Harald allait jamais se contenter de garder le trône de quelqu'un d'autre. Et quand l'empereur a commencé à le voir comme une menace, juste un autre étranger ambitieux avec trop d'or et trop d'amis, Harald a décidé qu'il était temps de partir. Il s'est échappé de Byzance comme il avait survécu à tout le reste, avec une combinaison de cran, de muscles et de pur entêtement viking. Il avait passé près d'une décennie à se battre pour des empereurs. Maintenant, il se battrait pour lui-même. Sa prochaine étape, la Norvège, sa patrie. Et cette fois, il revenait pas pour supplier. Il revenait pour régner. En 1045, Harald Hardrada en avait fini d'être l'épée à louer de qui que ce soit. Il est retourné en Scandinavie, un chef de guerre endurci par les batailles, scintillant d'or byzantin, traînant des mercenaires exotiques et possédant assez d'expérience au combat pour faire passer la plupart des rois pour des amateurs. Mais la Norvège déroulait pas le tapis rouge. À l'époque, la Norvège avait déjà un roi, Magnus le Bon, le fils illégitime du demi-frère d'Harald, Saint Olaf. Magnus avait tenu le trône raisonnablement bien. Il était jeune, populaire et avait uni la Norvège et le Danemark sous son règne. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était l'expérience d'Harald, la richesse d'Harald ou l'ambition d'Harald. Alors Harald a fait ce que n'importe quel joueur de puissance viking qui se respecte ferait. Il a embauché une armée. En utilisant son trésor byzantin, Harald a recruté des combattants de toute la Russe et de la Suède. Ensuite, il a conclu un accord avec Sven Estridsen, le rival de Magnus au Danemark. Harald aiderait Sven à récupérer le Danemark et en échange, Sven aiderait Harald à défier Magnus pour la Norvège. C'était une bromance médiévale désordonnée basée entièrement sur la haine mutuelle et les dracars. Mais Harald n'avait pas vraiment besoin d'envahir. Magnus, sentant une guerre civile sanglante se préparer, a fait un geste surprenant. Il a proposé de partager le trône avec Harald. C'était un accord de partage du pouvoir qui était jamais censé durer. Les deux ont co-gouverné la Norvège avec toute la tension d'un mariage forcé entre un roi paisible et une machine de guerre de retour. C'était comme essayer de partager une couronne entre un moine et un lion. Et Harald n'était pas le moine. En 1047, seulement 2 ans après leur arrangement fragile, Magnus est mort subitement. Certains disent la maladie, d'autres chuchotent poison. Harald n'a pas perdu de temps à faire son deuil. Il a saisi le trône de Norvège sans ciller et l'a fait comprendre très clairement. Il était maintenant le seul roi. Mais il n'était pas satisfait. Il voulait le Danemark aussi. Et ainsi ont commencé près de 2 décennies de guerre entre Harald et Sven Estridsen, raids, batailles, escarmouches. Harald a martelé les côtes danoises avec la même énergie qu'il avait apportée autrefois aux forteresses arabes. Il a brûlé des villes,
saisi des navires et n'a laissé aucun village impillé. Pourtant, il a jamais pu vraiment tenir la terre. Le Danemark a résisté. Sven a survécu et le trône est resté hors de portée. Pourtant, la Norvège était à lui et Harald l'a gouverné comme un homme qui avait passé 20 ans à se battre pour le droit de porter une couronne. Mais il n'avait pas oublié l'Angleterre. Et bientôt, ses yeux se sont tournés vers l'ouest. À la fin des années 1040, Harald Hardrada était assis sur le trône de Norvège non pas comme un chef de guerre devenu roi mais comme le dernier vrai monarque viking. Il gouvernait avec la discipline de Byzance, la férocité de la Russe et l'ambition d'un homme qui avait jamais oublié ce que ça voulait dire de perdre. Son règne était tout sauf doux. Harald a augmenté les impôts, centralisé le pouvoir et écrasé toute contestation. Les nobles qui s'opposaient à lui se sont soit inclinés, soit ont disparu. Il a utilisé sa richesse pour maintenir une armée permanente et une flotte, un luxe inouï pour les rois norvégiens de l'époque. Il a construit des églises, frappé des pièces de monnaie et a fait comprendre que la Norvège était plus un trou perdu du Nord. C'était un vrai royaume avec de vraies dents. Mais l'idée de la royauté d'Harald était un réalisme politique médiéval. Il voulait la loyauté mais seulement après l'obéissance. Il voulait la paix mais à ses conditions. Si un chef local le défiait, Harald envoyait des troupes. Si les paysans protestaient contre les impôts, il rencontrait des épées. C'était pas un tyran. C'était juste la royauté viking avec des instincts impériaux. Et les Norvégiens, franchement, savaient pas ce qui les frappait. Pourtant, son règne n'était pas que de l'acier et du feu. Harald était aussi un homme de culture. Il écrivait de la poésie, souvent sur lui-même, évidemment, et soutenait les scales qui immortaliseraient ses actes en vers. Il entretenait des routes commerciales à travers l'Europe et a même rétabli des contacts avec la cour byzantine juste au cas où sa cachette de trésors aurait besoin d'une revisite. Il a aussi jamais cessé de se battre avec le Danemark. Chaque été, comme une horloge, il lançait un nouveau raid, naviguant vers les côtes danoises, incendiant des villages, raillant Sven et Stridsen comme un rappel annuel qu'il avait encore un compte à régler. Ces campagnes étaient moins une question de conquête maintenant et plus une question de fierté. Harald pouvait pas lâcher prise et Sven refusait de mourir. Mais même Harald savait qu'il vieillissait. Au début des années 1060, il a commencé à préparer son fils Magnus Haraldsson au trône. Il s'attendait probablement à régner encore quelques décennies, à se retirer dans la légende, peut-être à mourir dans son sommeil, entouré d'or et de guerriers loyaux. Mais ensuite est arrivé 1066, l'année où l'Angleterre a explosé dans le chaos. Édouard le Confesseur était mort sans héritier. Des revendications concurrentes ont afflué et Harald, grisonnant au temple mais toujours aiguisé comme une lance, a vu sa dernière grande chance. Il voulait pas juste la Norvège ou le Danemark maintenant. Il venait pour l'Angleterre. 1066 n'était pas juste une année. C'était l'année qui transforme un roi en légende ou en cadavre. Et Harald Hardrada, approchant la cinquantaine mais toujours bâti comme un ours, était sur le point de lancer les dés une dernière fois. Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, était mort sans enfant. Le trône était vacant. Harold Godwinson l'a revendiqué. Guillaume de Normandie se préparait à envahir. Mais ensuite, du nord glacial, est arrivé Harald parce que pourquoi pas, il avait une revendication bancale grâce à un ancien accord avec le roi danois Knut, qui avait autrefois régné sur l'Angleterre. Est-ce que ça avait un sens légalement? Pas vraiment. Mais dans la logique viking, une revendication plus une armée égale un trône. Et Harald a amené une armée. Il s'est allié à Tostig Godwinson, le frère exilé et aigri d'Harold, le nouveau roi d'Angleterre. Tostig a promis un soutien anglais. Harald a promis de l'acier. Avec environ 300 dracars et plus de 10 000 guerriers, il a navigué à travers la mer du Nord, comme les ancêtres vikings l'avaient fait pendant des siècles, seulement cette fois, c'était pas un raid. C'était une invasion à grande échelle. En septembre 1066, il a débarqué près de Limber et a avancé vers York. Les Anglais étaient pas prêts. À la bataille de Fulford, Harald a écrasé une force assemblée à la hâte sous les ordres des comtes du Nord. Les portes du nord de l'Angleterre se sont ouvertes. York s'est rendu. La vieille magie viking était de retour. Harald était confiant. C'était pas la politique tordue de Byzance ou les impasses du Danemark. C'était la conquête brute. Il a installé son camp à Stamford Bridge, exigeant des otages de la région. Et ensuite, surprise. Harald Godwinson, le roi anglais, avait forcé sa marche avec son armée depuis Londres en moins d'une semaine. Il est arrivé à Stamford Bridge le 25 septembre,
prenant les forces d'Harald complètement au dépourvu. Beaucoup d'hommes d'Harald avaient laissé leur armure derrière, s'attendant à des négociations et non à une bataille. Ce qui a suivi était brutal. Les Vikings se sont battus férocement mais ils ont été déjoués, en infériorité numérique et non préparés. Un berserker aurait tenu le pont seul, gagnant du temps. Mais même le courage viking avait ses limites. Dans la mêlée, Harald a reçu une flèche dans la gorge. Le Thunderhead viking est tombé au combat, balançant son épée jusqu'à la toute fin. C'était la dernière grande invasion viking de l'Angleterre. Et avec la mort d'Harald, l'âge viking lui-même est mort avec lui. Le 25 septembre 1066, Harald Hardrada a rencontré son destin sur un champ herbeux près de Stamford Bridge et avec lui est mort le dernier vrai rêve viking de conquête. C'était censé être une journée de négociation. Harald avait laissé sa cotte de mailles derrière lui, se prélassant dans la rémanence de la victoire à Fulford. Ses hommes se détendaient. Le temps était doux. L'Angleterre avait l'air prête à être prise. Ensuite est arrivé le nuage de poussière. Harold Godwinson avait réalisé un des mouvements de troupes les plus rapides de l'histoire médiévale. Lui et son armée avaient marché près de 320 km en moins de 4 jours. Et ils sont pas arrivés discrètement. Les Anglais ont pris les Norvégiens totalement au dépourvu, dispersés et pour la plupart non armés. Ce qui a suivi n'était pas une bataille. C'était un massacre. Pourtant, les Vikings n'ont pas baissé les bras. Ils se sont battus avec le désespoir d'hommes qui savaient que la mer du Nord était trop loin derrière eux. Un seul guerrier a bloqué le pont étroit avec une hache massive, retardant l'avancée anglaise et se transformant en légende instantanée. Il aurait tué plus de 40 hommes avant d'être poignardé sous le pont par une lance. C'est dire à quel point les choses étaient désespérées. Les rois comptaient sur des trolls de pont pour leur gagner du temps. Harald, une fois qu'il a réalisé ce qui se passait, s'est dépêché de former un mur de boucliers. Mais c'était le chaos. Des hommes arrivaient par paires sans armure, se précipitant en formation alors que des flèches pleuvaient. Puis la cavalerie anglaise a claqué contre leurs flancs. Le mur de boucliers a tenu pendant un moment. Harald lui-même s'est battu comme le berserker qu'il avait autrefois été entraîné à être. Selon la légende, il balançait une énorme épée à 2 mains des 2 mains, dominant ses hommes comme un dieu de la guerre. Il a tué, saigné et rugi. Puis est venue la flèche, droit à travers la trachée. Le dernier grand roi viking est tombé sans un dernier mot. Quand les renforts des navires sont finalement arrivés sous les ordres d'Estaing-Ori, le porte-étendard d'Harald, il était trop tard. On trouvait le champ jonché de cadavres. Estaing lui-même est mort dans ce qui est devenu la tempête d'Ori, une contre-attaque vouée à l'échec qui s'est terminée avec encore plus de sang nordique imbibant le sol anglais. Sur la flotte massive d'Harald de 300 navires, seuls 24 ont été nécessaires pour ramener les survivants en Norvège. Le message était clair. L'ère de la conquête viking était terminée. Les dracars rentreraient au port, mais leur feu était éteint. La mort d'Harald Hardrada à Stamford Bridge n'a pas juste mis fin à une campagne. Elle a fermé un chapitre de l'histoire mondiale. L'âge viking, ce siècle glorieux, brutal et avide d'or de raids, de sagas et de dracars avait officiellement rendu son dernier souffle. Et comme il se doit, il est mort avec un roi viking tombant au combat loin de chez lui, l'épée à la main, les poumons se remplissant de sang. Mais l'impact s'est propagé bien au-delà du champ de bataille. Dans les jours qui ont suivi la bataille, Harold Godwinson a à peine eu le temps de respirer. Alors que les Norvégiens retournaient péniblement à leurs navires, Harold a appris qu'une autre invasion avait débarqué dans le sud. Guillaume de Normandie. Si Harald n'avait pas attaqué au moment où il l'a fait, Harold Godwinson aurait peut-être eu plus de temps pour se préparer. Au lieu de ça, à peine 3 semaines après avoir écrasé un envahisseur, il devait en affronter un autre. À Hastings, le 14 octobre, Harold est tombé face aux Normands et l'Angleterre est passée entre de nouvelles mains. Ainsi, dans un étrange revirement du sort, Harald Hardrada, qui n'a pas réussi à prendre la couronne anglaise, a peut-être ouvert la voie à Guillaume pour faire exactement cela. Le chaos qu'Harald a apporté au nord a affaibli le royaume juste assez pour ouvrir la porte. Pendant ce temps, en Norvège, la nouvelle a frappé comme une vague froide. Le Harald autrefois invincible, héros de la Russe, fléau de Byzance, souverain d'un royaume fier, était parti. Son fils, Olaf Kir, a pris le trône. Mais Olaf n'était pas son père. C'était un dirigeant plus calme, plus intéressé par la paix que par le pillage. Sous son règne, la Norvège s'est stabilisée. Le vieux feu viking s'est transformé en politique, en commerce et en christianisme.
Les dracars étaient toujours là mais ils ont cessé d'être des armes et sont devenus des outils de commerce. Plus de berserkers chargeant les monastères. Plus de dieux exigeant du sang sur les plages. Plus de rois avec les yeux fixés vers l'ouest rêvant d'argent et de conquête. Les sagas seraient toujours chantées mais les hommes qui les ont inspirées étaient maintenant des fantômes. La vie d'Harald était la dernière grande épopée du monde viking. De la Norvège enneigée aux coupoles dorées de Constantinople, des escarmouches des steppes aux prairies anglaises, il incarnait tout ce que l'âge viking représentait. La bravoure, l'ambition, l'impitoyabilité et surtout le mouvement. Mais après Stamford Bridge, ce mouvement s'est arrêté et le monde nordique a tourné son regard vers l'intérieur. L'âge viking était terminé. Le monde médiéval avait commencé. La mort d'Harald Hardrada a peut-être marqué la fin de l'âge viking mais son héritage était trop grand pour être enterré avec lui. Même des siècles plus tard, son histoire résonne à travers les sagas, les ballades et les livres d'histoire comme un corps de bataille à travers un fjord. C'était pas juste un roi. C'était un symbole d'une époque mourante de l'ambition viking à son plus sauvage et de ce qui arrive quand un homme refuse de s'effacer tranquillement dans l'histoire. Les historiens se disputent sur la façon de définir Harald. Était-il un conquérant, un poète, un tueur de sang-froid? La vérité, comme toujours, se trouve quelque part au milieu. Il a écrit des vers mais a aussi ordonné des raids qui ont réduit des villages en cendres. Il a construit des églises en Norvège mais a aussi laissé des champs trempés de sang de la Sicile à Stamford Bridge. Il était à la fois brut et barde, bâtisseur et destructeur. Mais ce que personne ne conteste, c'est sa grandeur. Aucun autre viking a voyagé aussi loin, s'est battu dans autant de guerres ou a accumulé autant de richesses et de renommée qu'Harald. Il a servi des empereurs, défié des rois et a plié des armées entières à sa volonté. Alors que la plupart des chefs nordiques se sont évanouis dans la légende avec quelques sagas et un casque, Harald a gravé son nom dans 3 empires. Sa poésie survit. Son nom résonne dans le Heimskringla et la chronique anglo-saxonne et ses exploits mettent encore au défi les cinéastes, les écrivains et les universitaires modernes de comprendre comment un homme pouvait entasser 3 vies en 50 ans. Même le nom Hardrada, signifiant souverain dur, en dit long. C'était pas une insulte. C'était un avertissement. Harald s'est pas plié. Il a régné comme il s'est battu, avec le feu dans le sang et une lame à la main. Après sa mort, la Norvège a changé. Olafkir, son fils, a inauguré la paix et la prospérité. Le commerce a prospéré. L'épée a été rengainée. Et l'ère viking s'est transformée en mémoire. Mais Harald est resté plus grand que nature. En Norvège, il est devenu une icône nationale. En Islande, un sujet de saga. En Angleterre, un conte moralisateur. Et à Byzance, un fantôme du Nord qui a autrefois monté la garde sur les empereurs. Il était le dernier roi viking et il est mort comme il a vécu, l'épée à la main, à la poursuite d'une couronne. Quand les dracars ont cessé de naviguer et que les salles d'hydromel se sont tues, le monde a tourné. Mais Harald Hardrada s'était déjà assuré qu'il se souviendrait de son nom. Pour les Vikings, un navire n'était pas juste du bois, des clous et de la toile à voile. C'était l'identité, l'héritage et le destin. C'était comment tu commerçais, comment tu pillais, comment tu voyageais et comment tu transmettais. Alors quand un chef ou un guerrier mourait, l'enterrer dans un navire n'était pas juste cérémoniel, c'était essentiel. Dans la croyance viking, le navire était un vaisseau sacré qui reliait le monde des vivants et des morts. Tout comme un guerrier naviguait à travers la mer dans la vie pour conquérir des terres étrangères, il naviguerait maintenant à travers la mer métaphysique pour atteindre l'au-delà. C'était pas une superstition pittoresque. C'était une loi cosmique. La vie était un voyage et la mort était simplement la prochaine étape du voyage. C'est pourquoi ces enterrements de navires étaient si élaborés. Le navire lui-même devait être digne. On parle de dracars mesurant jusqu'à 21 mètres de long, sculptés avec des proues à tête de dragon et construits pour fendre les vagues et apparemment à travers les dimensions spirituelles. Le corps était placé au centre, généralement sur un lit ou une pile de fourrure autour de lui. Les personnes en deuil commençaient à remplir le navire non pas de larmes mais d'équipements, des armes, évidemment, une épée, une hache, un bouclier et une lance parce que même les morts devaient être prêts. Pour la bataille dans l'au-delà mais aussi des outils, des vêtements, des bijoux et parfois un chargement plus macabre, des esclaves, des chevaux et même des faucons sacrifiés pour servir le maître dans la mort comme il l'avait fait dans la vie. Pour nous, ça semble brutal. Pour les Vikings, c'était l'honneur. Le navire était ensuite enterré sous des tonnes de terre créant un monticule, un marqueur permanent de pouvoir. C'était pas juste des tombes.
C'étaient des déclarations. Ici repose quelqu'un d'assez important pour mériter un navire pour l'autre monde. Et c'étaient pas juste des hommes. Certains des plus magnifiques enterrements de navires, comme le célèbre enterrement d'Osberg, appartenaient à des femmes. Les reines, les prêtresses et les aristocrates vikings étaient aussi envoyés dans le sol avec des navires et des richesses prouvant que le passage spirituel n'était pas réservé à l'élite maniant l'épée. Alors quand on dit que les vikings ont vécu et sont morts au bord de la mer, on le pense littéralement. Pour eux, le navire était pas juste comment tu conquérais des terres étrangères. C'était comment tu conquérais la mort. Si les enterrements de navires vikings sonnent comme une légende, les découvertes d'Osberg et de Gokstad ont transformé la légende en fait. C'étaient pas de vieilles fosses tombales poussiéreuses. C'étaient des capsules temporelles. Des navires entièrement intacts extraits du sol norvégien remplis de splendeur, de secrets et de l'odeur incomparable de l'héritage. Commençons par le navire d'Osberg, découvert en 1904. Quand des agriculteurs ont commencé à creuser près d'un tumulus dans le sud-est de la Norvège, ils s'attendaient pas à tomber sur un drakkar de 21 mètres de long. Mais il était là, impeccablement préservé sous l'argile, presque intact par le temps. La proue s'élevait dans une gracieuse courbe serpentine, sa surface couverte de sculptures complexes. L'artisanat était stupéfiant. C'était pas un navire de guerre. C'était une cérémonie, un corbillard royal pour quelqu'un d'exceptionnel. Mais voilà le rebondissement. L'enterrement d'Osberg contenait 2 femmes. Une plus âgée, probablement noble ou royale. L'autre plus jeune, peut-être une servante ou une grande prêtresse. La femme la plus âgée aurait pu être une reine ou une puissante völva, une voyante viking. Son corps était drapé de soie et de laine entouré de traîneaux sculptés, de coffres, de seaux, de restes d'animaux et même d'un chariot avec des roues aussi ornées que des fenêtres de cathédrale. 2 bœufs sacrifiés gisaient à la proue. C'était pas un enterrement tranquille. C'était une fête de lancement cosmique. Ensuite, il y a le navire de Gokstad, découvert en 1880 et beaucoup plus prêt au combat. Élégant, rapide et armé pour la guerre. À l'intérieur se trouvait le squelette d'un homme dans la quarantaine, probablement un chef ou un roi guerrier. Son identité reste un mystère mais il a été enterré avec grandeur. Des boucliers bordaient les côtés du navire et à côté de lui se trouvaient des lits, des armes, des pièces de jeu et les restes de 12 chevaux, 6 chiens et même 2 paons. Oui, des paons. Ces tombes de navires révèlent plus que de la richesse. Elles révèlent des croyances. L'enterrement d'Osberg parlait de rituels et de pouvoir féminin. Le navire de Gokstad laissait entrevoir le prestige, la conquête et le commerce mondial. Ensemble, ils montrent comment les Vikings ont lié la mort au voyage. Comment l'autre monde n'était pas un endroit où tu attendais mais une destination vers laquelle tu naviguais. C'étaient pas des tombes ordinaires. C'étaient des déclarations, des échos de pouvoir, des temples flottants enterrés dans la terre. Et ce n'était que le début. Un enterrement viking, c'était pas juste un au revoir sombre. C'était un spectacle, un droit de passage théâtral puissant conçu pour lancer les morts dans l'autre monde et s'assurer que les vivants oublient jamais leur nom. Et les enterrements de navires étaient l'événement principal. Tout commençait avec le corps. Le défunt n'était pas juste placé sur une pile de bois comme une idée après coup. Son corps était lavé, habillé de vêtements fins, de soie si disponible, de laine brodée sinon et souvent ornée de bijoux ou de symboles de statut. Dans certains cas, ils étaient même posés comme s'ils dormaient paisiblement, serrant des armes ou assis droit dans une posture cérémonielle. Ensuite, sont venus les rituels et c'est là que les choses sont devenues un peu ensanglantées. Des récits comme celui du voyageur arabe Ibn Fadlan donnent un aperçu glaçant des droits funéraires vikings, en particulier chez les Russes, un groupe nordique d'Europe de l'Est. Dans un récit, quand un chef mourait, une esclave se portait volontaire ou était sélectionnée pour le rejoindre dans la mort. Pendant des jours, elle était traitée comme une reine, lavée, habillée, paradée. Puis, à l'enterrement, elle était sacrifiée, étranglée et poignardée dans une cérémonie horrible impliquant des chants, des tambours et une extase alimentée à l'alcool. Les animaux n'étaient pas épargnés non plus. Des chevaux étaient abattus pour porter l'âme. Des chiens, des faucons et même des vaches étaient offerts comme compagnons aux gardiens. Dans de rares cas, les bateaux étaient entourés de cercles de pierres annelées censées symboliser la frontière entre les mondes. Quant au navire, il n'était pas toujours enterré intact. Parfois, il était brûlé, mis à feu et poussé vers la mer dans un adieu flamboyant qui illuminait le ciel nocturne. D'autres fois, il était placé dans une fosse creusée et recouvert de pierre ou de terre pour former un tumulus. Le choix dépendait du statut, de l'emplacement et parfois de la simple praticité.
brûler un drakkar n'était pas bon marché. Ces funérailles n'étaient pas juste religieuses, elles étaient politiques. Un enterrement massif était une démonstration publique de pouvoir. C'était pas un homme ordinaire, le message disait. C'était quelqu'un dont la mort a ébranlé la terre et dont le voyage vers les dieux mérite le tonnerre. Les enterrements de navires étaient violents, beaux et profondément spirituels. Ils n'envoyaient pas les morts. Ils les lançaient comme des étoiles dans l'éternité. Grâce à Hollywood, la plupart des gens imaginent un enterrement viking de la même manière. Un drakkar flamboyant dérivant vers la mer. Des flammes léchant le ciel pendant que des guerriers stoïques regardent depuis le rivage. C'est cinématique. C'est dramatique. C'est aussi surtout de la fiction. Alors quelle est la vérité? La réalité, c'est que les enterrements de navires, pas les crémations, étaient beaucoup plus fréquents dans les archives archéologiques. Les tumulus comme Oseberg, Gokstad est une montre des drakkars soigneusement placés dans le sol, chargés d'offrandes funéraires et recouverts de terre ou de pierre. Il n'y en avait pas de taille unique non plus. Certaines tombes de navires étaient massives et extravagantes. D'autres étaient simples et modestes. Mais la clé était la conservation. Le navire n'était pas détruit. Il était transformé en tombe. Alors d'où vient la crémation? Cet adieu ardent vient principalement de sources littéraires comme les sagas islandaises et des témoignages oculaires étrangers. Par exemple, le diplomate arabe Ibn Fadlan décrit un enterrement de Russes où le navire d'un chef a été incendié avec le corps et les victimes sacrificielles à l'intérieur. Mais même cet exemple est compliqué. Il pourrait ne pas avoir été un navire complet mais plutôt une structure symbolique en forme de navire. Il est possible que des crémations de navires aient eu lieu, en particulier dans les régions où l'enterrement n'était pas possible ou où le feu avait un poids symbolique. Une crémation en mer aurait du sens si les terres funéraires étaient limitées ou si la personne était censée rejoindre les dieux de manière dramatique. Mais d'un point de vue archéologique, les restes de navires brûlés sont extrêmement rares. En vérité, l'idée d'un navire brûlé peut avoir été aussi importante que l'acte lui-même. Le feu était sacré pour les Nordiques. Il purifiait. Il transformait. Un navire flamboyant n'était pas juste un spectacle. C'était un moteur spirituel envoyant l'âme à travers la fumée aux dieux d'en haut. Mais l'enterrement avait des avantages. Il préservait l'héritage. Il laissait un monument physique, quelque chose vers lequel les vivants pouvaient revenir. Un tumulus était un marqueur, un souvenir dans la terre. Et ça comptait dans une société où l'honneur, la lignée et la saga étaient tout. Alors lequel était réel? Les deux. Mais les navires enterrés ont laissé les os de l'histoire derrière eux. Ceux qui ont brûlé? Ils ont laissé seulement la légende et la fumée. Oubliez le stéréotype des femmes vikings attendant à la maison en tissant près du foyer. Dans la mort, tout comme dans la vie, les femmes nordiques pouvaient commander l'admiration, la crainte et la cérémonie. Et nulle part c'est plus clair que dans les enterrements de navires des femmes de l'âge viking, en particulier celles qui ont rivalisé et parfois éclipsé leurs homologues masculins. L'enterrement d'Oseberg reste l'exemple le plus frappant. Mis au jour en 1904, il abritait non pas une mais deux femmes, une plus âgée, une plus jeune. Couché dans l'un des navires vikings les plus somptueux jamais découverts. Le navire lui-même était un chef-d'œuvre. Des courbes sinueuses, des têtes de dragons sculptées et des planches dignes d'un roi. Mais c'était pas la tombe d'un guerrier. C'était celle d'une reine ou peut-être d'une völva. Une völva était une sekona, une sorcière, une prophétesse qui marchait sur la ligne entre les mondes. Et les offrandes funéraires à Oseberg, baguettes, bâtons et restes d'animaux mystiques, font allusion au rituel et à la magie. Si la figure principale était bien une völva, alors l'enterrement honorait non seulement le pouvoir politique mais l'autorité spirituelle. Dans la société nordique, cela pouvait être tout aussi influ que le maniement de l'épée. Et puis il y a la richesse pure. Des traîneaux, des chariots, des textiles, des tapisseries, des soies importées, des lits cérémoniels et des animaux sacrifiés, tous emballés autour de ces femmes comme si elles étaient envoyées non seulement vers l'au-delà mais pour continuer à le gouverner. D'autres tombes à travers la Scandinavie confirment ce modèle. La reine de Gosel, enterrée près de Stavanger, a été enterrée avec des bijoux en or, des récipients en bronze importés et du matériel d'équitation raffiné. Sa tombe rayonnait de statues. Le navire de l'Adby montrait également des signes d'inhumation féminine de haut rang et les chercheurs débattent encore pour savoir si certaines tombes de guerriers complètes avec des armes appartiennent à des femmes. Des preuves ADN provenant d'une tombe à Birka, en Suède, suggèrent qu'un guerrier de haut rang enterré avec un arsenal complet était biologiquement une femme. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Que dans la culture viking,
les femmes pouvaient détenir le pouvoir et l'emporter avec elles. Que ce soit en tant qu'aristocrates, reines, prêtresses ou vierges au bouclier, elles n'étaient pas exclues des enterrements de navires. Elles étaient centrées sur eux. Elles n'accompagnaient pas seulement les rois dans la mort. Parfois, elles étaient les rois. Quand un viking était enterré dans un navire, il n'y allait pas seul. Il était envoyé avec des offrandes funéraires, une collection organisée d'objets dont il pourrait avoir besoin, vouloir ou mériter dans l'au-delà. Mais il s'agissait pas juste d'épée et d'argent. Ces navires étaient emballés comme des capsules temporelles, nous donnant une fenêtre étrange et fascinante sur la vie et la mort viking. Tout d'abord, les armes. Presque tous les enterrements de navires d'élite les incluent. Des épées avec des poignets décorés, des lances, des boucliers et des haches de guerre. Mais c'était pas juste des sauvegardes pour combattre des fantômes au Valhalla. C'était une déclaration. Une épée a montré que le mort avait du pouvoir, du statut et de l'honneur. Dans certains cas, les lames ont été délibérément pliées ou brisées, pas par manque de respect mais pour tuer l'arme et la laisser suivre son maître vers l'au-delà. Mais les armes n'étaient pas les seuls outils emballés pour le voyage. Il y avait aussi des objets de tous les jours. Des peignes, des casseroles, des pierres à aiguiser, même des jeux de société. Ces enterrements ne supposaient pas que l'au-delà était un champ de bataille sans fin. Les morts pourraient encore avoir besoin de se faire beau, de préparer des repas ou de passer le temps avec une petite partie de Nefertiti en attendant Ragnarök. C'était un départ avec service complet. Ensuite, il y avait les animaux. Beaucoup d'animaux. Dans la seule sépulture de Gokstad, les archéologues ont trouvé les restes de 12 chevaux, 8 chiens et 2 paons. Oui, des paons. Les chevaux étaient destinés à porter l'âme, les chiens étaient des compagnons fidèles et les paons étaient peut-être un symbole de statut ou peut-être juste une touche extravagante de quelqu'un qui ne voulait pas être surpassé dans la mort. Les offrandes funéraires les plus troublantes étaient les gens. Des esclaves, des serviteurs ou des compagnons étaient parfois sacrifiés et placés dans le navire pour accompagner le mort. Qu'ils y soient allés volontairement ou non est sujet à débat, mais leur présence en dit long sur les croyances vikings en matière de devoir au-delà de la mort. Tout dans un enterrement de navire était choisi délibérément. Ça racontait une histoire. Cette personne était un guerrier. Cette personne aimait les vêtements fins. Celle-ci avait de la richesse. Celui-là avait du pouvoir. Les offrandes funéraires n'étaient pas des déchets. C'était une biographie finale écrite en or, en fer et en os. Et une fois emballé, scellé et enterré, le navire est devenu une maison flottante sous la terre. Alors que l'image d'un enterrement de navire viking évoque souvent les fjords de Norvège, ces pratiques funéraires élaborées n'étaient pas confinées à une seule région. De la Scandinavie glacée aux vallées fluviales d'Europe de l'Est, les enterrements de navires vikings ont pris des formes uniques, chacune adaptée aux traditions locales, au terrain et aux structures de pouvoir. Commençons par la Norvège, la patrie des enterrements de navires les plus célèbres comme Oseberg et Gokstad. C'étaient de grands navires recouverts de monticules, enterrés avec des rois, des reines et des nobles. Le paysage accidenté de la Norvège offrait d'excellentes conditions de conservation permettant aux navires en bois et aux offrandes funéraires de survivre pendant des siècles. L'accent était mis ici sur la monumentalité, de grands tumulus et des navires sculptés avec une imagerie mythique. Il s'agissait moins de cacher les morts et plus d'afficher leur statut aux vivants. En Suède, les enterrements de navires ont pris une saveur légèrement différente. Sur des sites comme Vendel et Valsgard, les navires n'étaient pas toujours enterrés entiers. Parfois, seule la forme du navire était délimitée par des pierres, comme un cadre squelettique sur le paysage. Ces arrangements de navires en pierre étaient souvent utilisés dans les enterrements par crémation, les cendres étant placées dans des urnes ou dispersées dans l'enceinte en pierre. Les Suédois ont embrassé un hybride de feu et de pierre, un symbolisme puissant sans la nécessité de travaux de terrassement massifs. Ensuite, il y a la Russe, les guerriers et commerçants d'ascendance nordique qui se sont installés le long des routes fluviales de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie moderne. Le récit le plus détaillé de leurs coutumes funéraires provient d'Ibn Fadlan qui a assisté à une cérémonie de crémation de navires spectaculaires le long de la rivière Volga. Bien que les preuves archéologiques d'enterrement de navires complets à l'Est soient plus rares, les monticules de crémation en forme de bateau et les offrandes funéraires font écho aux mêmes valeurs fondamentales, un voyage, une transition et un spectacle. Au Danemark, les preuves d'enterrement de navires sont plus fragmentaires. Les sols marécageux ne sont pas favorables à la conservation du bois et moins de tombes de navires ont survécu. Mais les arrangements de navires en pierre et les tombes d'élite avec un symbolisme maritime suggèrent que la pratique, bien que peut-être moins monumentale, était toujours présente. Même en Écosse, en Irlande et dans certaines parties de la Baltique,
des tombes en forme de bateaux apparaissent, parfois comme de véritables navires, d'autres fois juste comme des contours en pierre. Partout où les Vikings ont voyagé, ils ont apporté leur croyance dans le navire comme le véhicule ultime à travers l'eau, à travers le temps, à travers la mort. L'enterrement de navires était adaptable. Il a évolué. Mais le message est resté le même, tu ne marches pas dans l'au-delà. Tu y navigues. Pour les Vikings, la mort n'était pas la fin. C'était un départ. Et c'est ce qui rend les enterrements de navires si puissants. Il n'était pas juste une question d'honorer les morts avec des funérailles tape à accent grave-l'œil. Ils étaient construits sur une profonde croyance mythique que l'au-delà était un voyage et que l'âme avait besoin d'un vaisseau. Dans la cosmologie nordique, le monde a été façonné par l'eau. Du grand océan encerclant Midgard aux rivières qui séparaient les royaumes, tout coulait. La vie est venue de la mer et naturellement, la mort aussi. C'est pas une coïncidence si les navires apparaissent dans la mythologie viking non seulement comme des outils de guerre et de commerce mais comme des ponts spirituels. Considérez Naglfar, le navire fait des ongles des morts qui naviguent pendant Ragnarök pour déchaîner le chaos sur les dieux. Ou Skidbladnir, le navire magique du dieu frère qui pouvait se plier et tenir dans une poche mais avait toujours un vent favorable. Ces navires mythiques n'étaient pas juste des histoires. Ils ont façonné des pratiques funéraires réelles. Chaque drakkar enterré faisait écho aux légendes transformant le mythe en rituel. Être enterré dans un navire signifiait que tu allais quelque part. Valhalla peut-être, une salle glorieuse pour les guerriers morts avec bravoure. Ou Folkvangr, le champ gouverné par la déesse Freyja où la moitié des tués sont allés. Ou pour ceux qui n'ont pas gagné l'honneur, le royaume sombre d'El gouverné par une déesse à moitié pourrie du même nom. Où que ton âme soit allée, elle n'a pas marché, elle a navigué. Et le voyage en mer ne s'appliquait pas seulement aux guerriers d'élite. Même les humbles enterrements par crémation incluaient souvent des formes de bateaux formés par des pierres ou du bois marquant le passage du mort à travers des eaux invisibles. Le navire était une métaphore rendue réelle, coupant à travers les vagues et les mondes. Les navires funéraires vikings étaient des outils cosmiques. En plaçant le mort dans un vaisseau entouré d'armes, d'animaux et de trésors, ils ne se contentaient pas de ravitailler une tombe. Ils armaient un voyageur, quelqu'un sur le point de traverser la ligne de démarcation entre Midgard et le grand au-delà. Et pour les vivants, le navire n'était pas un adieu final. C'était un lancement, un rappel que le voyage ne s'arrêtait pas dans la tombe. Il a seulement changé de cap. 1000 ans se sont écoulés depuis que le dernier enterrement de navire viking a glissé dans la terre mais leurs histoires se déroulent encore. Ces vaisseaux de la mort autrefois enterrés en silence parlent maintenant plus fort que jamais à travers les musées, les fouilles et l'imagination de millions de personnes. Aujourd'hui, les navires d'Osberg, de Gokstad et de Thun reposent dans des salles aux parois de verre en Norvège, conservés non pas comme des reliques morbides mais comme des trésors culturels. Les touristes regardent les prows courbes, s'émerveillant de l'artisanat, du symbolisme, de l'audace des gens qui ont transformé un bateau en cercueil et une tombe en une porte d'entrée. Ces navires n'ont jamais été destinés à naviguer à nouveau. Et pourtant, ils l'ont fait, non pas à travers les océans mais à travers le temps. Et c'est pas juste les archéologues qui écoutent. Les écrivains, les cinéastes et les concepteurs de jeux continuent d'être inspirés par les funérailles vikings. Des scènes épiques dans des films comme Le 13e guerrier ou Dragon aux adieux flamboyants dans des émissions de télévision comme Viking, l'enterrement de navires est devenu une des images les plus emblématiques de la culture nordique. Est-ce historiquement exact à chaque fois? Pas vraiment. Mais l'esprit reste. La mort comme un voyage, le navire comme un symbole. Même les Scandinaves modernes ressentent l'écho. Certains descendants de Vikings ont demandé que leurs cendres soient dispersées en mer ou que des cérémonies soient calquées sur les enterrements de navires. Pas d'esclaves heureusement, mais honorant toujours cette connexion profonde entre le vaisseau et l'âme. Quelques archéologues expérimentaux courageux ont même reconstruit des navires funéraires, lançant des répliques sur les rivières et les mers pour comprendre l'ingénierie et la magie des originaux. Ce qui est vraiment remarquable, c'est tout ce que nous avons appris des navires eux-mêmes. Leur bois nous parle de forêts maintenant disparues. Leur construction révèle des connaissances en ingénierie rivalisant avec celles de la Méditerranée. Et leurs offrandes funéraires, pans, soie, pièces d'argent, tracent un monde viking bien plus vaste que la Scandinavie. L'enterrement de navires vikings n'était pas juste un enterrement. C'était une performance finale. Un dernier acte dans une vie de guerre, de commerce, de poésie et de pouvoir. Et même maintenant, ces navires se produisent encore, nous rappelant que les morts étaient autrefois vivants, que le mythe et la mémoire sont difficiles à séparer et que certains navires ne cessent jamais de bouger. Ils naviguent juste à travers différentes mers.
L'amour courtois n'était pas une question de mariage, de procréation ou de construction d'un foyer stable. C'était une question de nostalgie, d'impossibilité et d'un étrange mélange de souffrance et d'extase. Et au XIIe siècle, ce concept était devenu si populaire parmi la noblesse qu'il a en fait développé son propre livre de règles non écrites, en partie manuel de séduction, en partie exercice philosophique et totalement en décalage avec la réalité. Né dans les cours du sud de la France, en particulier dans la région d'Aquitaine, l'amour courtois était moins une question d'émotion réelle et plus une question de performance. Les nobles et souvent les chevaliers se consacraient à une dame, généralement d'un statut plus élevé ou déjà mariée. Mais au lieu de chercher à la conquérir dans un sens romantique, le but du chevalier était de la vénérer de loin. Il composait des poèmes, entreprenait des quêtes dangereuses en son nom et souffrait glorieusement en silence. Si ça ressemble à du masochisme émotionnel déguisé en armure, c'est un peu le cas. Les règles étaient claires. L'amour doit être secret. Il doit être difficile. Et il doit jamais être pleinement consommé parce qu'une fois réalisé, l'amour perd sa pureté. Dans ce jeu, la souffrance était le but. Le chagrin d'un chevalier était la preuve de sa dévotion. Plus l'amour était sans espoir, plus l'esprit était noble. Ce nouveau code de l'amour s'entrelace avec les idéaux de la chevalerie, le code chevaleresque d'honneur, de service et de bravoure. Un chevalier parfait était brave au combat et humble devant sa dame. L'amour n'était pas une distraction de la chevalerie. C'était un test de celle-ci. Un chevalier qui pouvait endurer le chagrin sans rompre ses vœux ou son honneur était le véritable idéal. Et pourtant, l'amour courtois était profondément hypocrite. Alors que le chevalier composait des vers fleuris sur les cheveux dorés de sa dame et sa grâce impossible, son mariage avec un noble puissant continuait sans être dérangé. Et alors que les idéaux mettaient l'accent sur la retenue et la vertu, l'histoire est jonchée d'affaires, de scandales et même de duels déclenchés par ces obsessions soi-disant platoniques. Pourtant, l'idée a pris feu. Les poètes, les troubadours et les ménestrels ont fait carrière en créant des contes de chevaliers qui ont saigné pour l'amour, de dames qui ont pleuré pour l'honneur et de la douleur éternelle du désir insatisfait. Réel ou non, la fantaisie de l'amour courtois a remodelé la façon dont l'Europe médiévale pensait la passion, le pouvoir et le genre. L'amour était devenu plus qu'une émotion. C'était devenu un code. Avant Shakespeare ou les sonnets, il y avait des troubadours, des poètes musiciens errants qui ont transformé l'amour non partagé en une forme d'art. Une note de lutte et une strophe de chagrin à la fois. C'étaient pas des paysans chantant sur la bière et les récoltes. C'étaient souvent des nobles même bien éduqués, multilingues et bien conscients à quel point il était dangereux et addictif de chanter à propos de la femme d'un autre homme. Le mouvement troubadour a commencé en Occitanie, dans ce qui est maintenant le sud de la France à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. Ces artistes composaient des chansons en occitan, une langue romane, et leur sujet était presque toujours le même. L'amour inatteignable. Un chevalier désespérément amoureux d'une noble dame. Une dame piégée dans le mariage mais vénérée de loin. C'était toute la misère magnifiquement orchestrée. Les chansons des troubadours n'étaient pas jouées dans des tavernes enfumées mais dans les grandes salles des châteaux. Le public, des seigneurs et des dames qui voyaient leurs propres désirs secrets reflétés dans les vers. Un bon troubadour pouvait faire rougir une duchesse avec une seule métaphore. Un grand pouvait déclencher un scandale qui durerait des générations. Ces poètes ont développé un vocabulaire raffiné de nostalgie, fin à mort ou amour raffiné. C'était pas une question de convoitise mais d'admiration, d'humilité et d'agonie intérieure. L'amour à leur avis était censé blesser. La dame était toujours placée sur un piédestal, presque divine et intouchable. L'homme, souvent un chevalier ou un poète, exprimait sa valeur par le service, la souffrance et un lyrisme révélateur de l'âme. Certains des troubadours les plus célèbres étaient de véritables personnages historiques. Geoffrey Rudel, qui prétendait être tombé amoureux d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Bernard de Ventadorn, qui a transformé le chagrin en tube. Et Aliénor d'Aquitaine, une mécène des arts qui a probablement inspiré beaucoup de ses contes et peut-être les a aussi vécus. Les troubadours n'ont pas juste inventé des chansons d'amour médiévales. Ils ont inventé l'idée que exprimer l'amour à travers l'art était noble voire sacré. Leur influence s'est répandue à travers l'Europe donnant naissance à des traditions similaires en Italie avec le Dolce Stil Novo, en Allemagne avec les Minnesänger et finalement en Angleterre. Ce qu'ils ont commencé était plus grand que la musique. C'était une obsession culturelle qui allait définir comment l'amour était écrit, chanté et mythologisé pendant des siècles. Ils n'ont pas juste joué pour la cour. Ils ont appris à la cour comment aimer. Dans le monde de l'amour courtois, la femme était tout.
Muse, juge, déesse, prise intouchable. Elle était assise sur un piédestal métaphorique et parfois littéral, vénérée par les chevaliers et louée en vers. Mais cette glorification n'était pas exactement stimulante. C'était flatteur oui, mais aussi contraignant, idéalisé et souvent impossible à vivre. La dame de la romance courtoise était généralement noble, mariée et hors de portée. Et c'était le but. Plus elle était inatteignable, plus l'amour semblait pur. Sa beauté était décrite en termes incroyablement poétiques. Une peau comme l'ivoire, des yeux comme des étoiles, des cheveux comme de l'or tissé. Mais ces femmes n'étaient pas décrites comme de véritables personnes. C'étaient plus comme des symboles vivants destinés à inspirer la dévotion et la souffrance à parts égales. Pour les hommes, cette idéalisation offrait une excuse noble pour la vulnérabilité émotionnelle. Un chevalier pouvait pleurer, soupirer ou écrire de la poésie sans être considéré comme faible parce que son amour pour cette dame était considéré comme sacré. Pour les femmes, cependant, c'était un piège. Elles étaient censées inspirer l'amour sans jamais y donner suite. Elles devaient maintenir leur grâce, leur dignité et leur vertu à tout moment tout en étant observées, désirées et parfois traquées par des prétendants persistants armés de ballades. Occasionnellement, la dame détenait un pouvoir réel dans ces dynamiques. Dans certains contes, elle était celle qui fixait des défis, commandait la loyauté ou même testait la dévotion de son chevalier. Mais ce pouvoir était presque toujours symbolique. En réalité, la plupart des femmes nobles avaient une liberté limitée souvent mariées pour des alliances et le statut avant l'âge de 15 ans. Et pourtant, l'amour courtois leur a donné quelque chose de rare au Moyen Âge, la visibilité. Dans un monde dominé par les voix des hommes, l'amour courtois a placé les femmes au centre du récit. Elles sont devenues le sujet des chansons, la raison des quêtes et le cœur de l'imagination romantique médiévale. Certaines femmes ont bien joué le jeu. Des personnalités historiques comme Aliénor d'Aquitaine et sa fille Marie de Champagne n'étaient pas juste des muses. Elles étaient des mécènes de cette culture, encourageant les poètes et commandant la littérature amoureuse qui reflétait leurs idéaux et parfois leur politique. Mais même à son meilleur, l'amour courtois n'était pas une question de partenariat. Il s'agissait de distance, d'élévation et de nostalgie. La dame était adorée mais rarement connue. C'était une fantaisie avec une couronne et les fantaisies n'ont pas le droit de parler. La chevalerie a commencé comme un code de champ de bataille pratique. La loyauté envers son seigneur, le courage sous le feu, la miséricorde envers les tombés. Mais une fois que l'amour courtois s'est infiltré dans l'armure, la chevalerie a développé un intérieur bordé de soie. Chaque charge de lance, chaque serment, chaque éperon poli pouvait maintenant servir de lettre d'amour. Un chevalier ne se battait plus seulement pour le roi et le royaume. Il se battait pour le sourire ou même la rumeur d'un sourire d'une dame distante. Un chevalier courtois parfait suivait une hiérarchie de loyauté à 3 niveaux. Premièrement, Dieu, prière matinale avant les patrouilles de l'aube. Deuxièmement, son seigneur féodal, service incontesté en temps de guerre et de paix. Troisièmement, sa dame, le phare invisible guidant chaque geste. Là où les guerriers d'autrefois levaient des étendards de bataille, le chevalier courtois attachait un jeton de dame, peut-être un ruban, un voile ou une manche autour de son bras. C'était pas un camouflage. C'était une déclaration publique que le tranchant de son épée portait un agenda privé. Les tournois, à l'origine des terrains d'entraînement aux armes contondantes, se sont transformés en théâtre d'amour. Les lys entourant le champ de la joute étaient drapés de bannières et chaque nuit annonçait la faveur de qui il portait. Une joute victorieuse n'était pas simplement un triomphe martial. Elle prouvait la valeur d'un amant. Les chroniqueurs rapportent que des chevaliers se sont effondrés d'épuisement plutôt que de se retirer et de risquer la honte de paraître moins dévoués que leurs rivaux. Ce dévouement exigeait une autodiscipline frisant l'ascétisme. Des manuels comme le de Amor d'André le Chapelain prêchaient qu'un véritable amant restait humble, courtois et discret. Il devait protéger la réputation de sa dame plus férocement que sa propre vie, endurer des rivaux jaloux sans se plaindre et, règle la plus cruelle de toutes, se réjouir du service même si l'amour n'était jamais rendu. La douleur elle-même était une preuve de sincérité. Pourtant, sous la rhétorique de velours se cachait une réalité en acier. Les châteaux avaient besoin de garnisons, les routes grouillées de bandits et des croisades étrangères faisaient signe. Les chevaliers écrivaient de la poésie la nuit mais affûtaient des lames à l'aube. La même main qui écrivait tendrement un rondeau pouvait trancher un homme au combat quelques heures plus tard. Les commentateurs médiévaux ont remarqué la contradiction mais ce paradoxe était le but. Plus le contraste entre la brutalité et la tendresse était grand, plus le chevalier était noble. Bien sûr, de vrais cœurs compliquaient le code. Des rendez-vous secrets se produisaient,
des scandales éclataient, des réputations se brisaient, mais l'idéal restait séduisant. Une harmonie où le courage rencontrait la courtoisie, où la force d'un guerrier s'inclinait devant la grâce d'une dame. Pour un public médiéval noyé dans les guerres et les mariages arrangés, cet idéal était enivrant. Ainsi, la chevalerie, blindée de ferme et parfumée de nostalgie, est devenue le système d'exploitation de la romance aristocratique. Batte-toi dur, aime plus fort, de préférence d'une distance poétique respectueuse. Chaque code invite à une violation et l'amour courtois, si obsédé par le secret et la nostalgie, implorait pratiquement une transgression du monde réel. Sous les vers aériens et le faste des tournois mijotait la tentation de la chair et du sang. Quand la fantaisie est sortie du parchemin, elle a enflammé certains des scandales les plus juteux du Moyen-Âge. Prenez Pierre Abélard et Héloïse. Abélard était la rockstar de la philosophie européenne, Héloïse son étudiante adolescente brillante. Leur relation a commencé comme une romance courtoise de manuel, des leçons secrètes se transformant en poésie et en regards volés jusqu'à ce qu'elles deviennent très réelles, très physiques et très publiques. Les conséquences ont été brutales, un oncle furieux, un enfant clandestin, un mariage forcé, la castration infâme d'Abélard et les deux amants finissant leurs jours dans des monastères séparés composant des lettres qui dégoulinaient à parts égales de théologie et de chagrin. Les idéaux courtois promettaient un ennoblement de la dévotion. La réalité a livré la mutilation et la pénitence à vie. La haute politique n'était pas non plus à l'abri. Aliénor d'Aquitaine, doyenne de la culture troubadour, aurait entretenu des flirts à foison, notamment avec son oncle Raymond de Poitiers pendant la deuxième croisade. Vrai ou non, les rumeurs ont contribué à empoisonner son mariage avec Louis VII et à remodeler la carte de l'Europe lorsqu'elle a épousé Henri Plantagenet. Les chansons d'amour pouvaient renverser des trônes. Même les filles royales n'étaient pas à l'abri. L'affaire de la Tour de Nesle de 1314 a vu 3 princesses françaises accusées grâce au ragot d'une servante, de rendez-vous adultère dans une tour parisienne. 2 mariages ont été annulés. Des amants présumés ont été écorchés et pendus. Les femmes déshonorées ont passé des années dans des prisons conventuelles. La rhétorique chevaleresque louait la vertu féminine. Le système judiciaire avait des chaînes de fer qui attendaient que la vertu se fissure. Ensuite, il y a eu les tragédies plus discrètes. Des dames s'en ont banni dans des châteaux isolés pour avoir échangé des lettres. Des chevaliers forcés de partir en croisade en signe de pénitence pour suspicion de convoitise. Des abbés prononçant des sermons qui comparaient un cœur errant à une épée rouillée. L'Église n'a jamais interdit complètement l'amour courtois, mais les tribunaux ecclésiastiques ont infligé de nombreuses amendes pour familiarité excessive. Preuve que la passion, aussi poétiquement emballée soit-elle, violait toujours le droit canonique. Ce que ces épisodes révèlent, c'est la tension au cœur de la romance chevaleresque. Une célébration du désir illicite associée à un ordre social rigide déterminé à le punir. La même société qui applaudissait la ferveur d'un chevalier s'attendait à ce qu'il s'arrête avant la consommation. Lorsque les vœux ont glissé, des réputations ont brûlé, parfois littéralement. Ainsi, le rêve de dévotion raffinée s'est heurté à la dure pierre du pouvoir médiéval. L'amour courtois pouvait inspirer la poésie. Oui, il pouvait aussi briser des vies. Et chaque scandale n'a fait qu'aiguiser l'attrait de la prochaine liaison chuchotée. Parce que rien n'alimente une romance comme la promesse de ruine. Si les troubadours ont composé la bande originale de l'amour courtois, les auteurs médiévaux ont fourni l'univers cinématographique à gros budget. À partir de la fin du XIIe siècle, des écrivains comme Chrétien de Troyes ont pris la matière première de la nostalgie, du secret et de l'angoisse chevaleresque et ont forgé les premières romances à succès, des récits en prose et en vers où l'amour n'était pas une intrigue secondaire mais le moteur du destin. Entrée à la cour du roi Arthur, un laboratoire fictif pour chaque dilemme chevaleresque. Dans Lancelot, le chevalier de la charrette, Chrétien dévoile l'ultime triangle courtois, l'impeccable reine Guenièvre, son mari lié par le devoir Arthur et l'incomparable mais fatalement épris sir Lancelot. Lancelot accomplit des prouesses impossibles, traverse un pont en lame d'épée, bat des armées entières. Pourtant, sa plus grande épreuve est émotionnelle, aimer une femme qu'il ne peut jamais ouvertement revendiquer. Chrétien a rempli le compte de toutes les règles de l'armure fine, des rencontres secrètes, des jetons symboliques et de la menace omniprésente de la ruine. Les lecteurs sont devenus fous. Les chevaliers ont soudainement voulu être Lancelot, sauf pour le mal de tête de l'adultère à vie. La romance arthurienne s'est répandue comme une traînée de poudre à travers l'Europe. En Allemagne, Wolfram von Eschenbach nous a donné Parzival où la maturation spirituelle du héros est inséparable de son respect pour l'amour chaste. En Angleterre, des poètes ultérieurs ont cousu ensemble des cycles tentaculaires, le cycle du Lancelot Graal,
le cycle post-Vulgate est finalement le livre de l'Arthur d'Arthur de Thomas Malory au XVe siècle qui a scellé la tragédie arthurienne dans le canon occidental. L'amour comme la gloire, l'amour comme la chute. Toute la romance littéraire ne portait pas une armure. Vers 1230, Guillaume de Lorris a commencé le roman de la rose, un paysage de rêve allégorique où la rose bien-aimée est enfermée dans un jardin clos et chaque vertu courtoise, humilité, courtoisie, pitié, prend forme humaine. 4 décennies plus tard, Jean de Meun l'a continué en ajoutant une satire mordante qui se moquait des clercs, des nobles et du code d'amour même que les lecteurs adoraient. Le poème est devenu le best-seller le plus vendu du Moyen-Âge, copié dans des centaines de manuscrits et débattu dans les salles universitaires. Était-ce un manuel moral ou une parodie osée? Quoi qu'il en soit, ces textes ont fait plus que divertir. Ils ont normalisé la langue de la nostalgie. Des métaphores, l'amour comme service, le bien-aimé comme lumière brillante, la jalousie comme un cachot, sont devenus des clichés précisément parce que les bardes et les amants les ont empruntés en gros. Même les vrais cours utilisaient les romances comme manuel d'étiquette. Comment s'incliner, parler, flatter, désespérer correctement? La romance littéraire a ainsi réalisé un double acte sournois. Elle a célébré les idéaux, les troubadours ont loué la bravoure au nom de l'amour, tout en exposant simultanément leurs contradictions. La fiction a fait que l'amour courtois se sente plus grand que la vie et plus vrai que la vérité, garantissant que des générations qui n'ont jamais rencontré de troubadour ont tout de même appris à souffrir avec un style impeccable. Le parfum de l'amour courtois n'a pas atteint le ciel inaperçu. Alors que des refrains de troubadours flottaient au-dessus des murs du château, les évêques sentaient le soufre. Comment une culture qui exaltait l'adultère, l'idolâtrie émotionnelle et la luxure soigneusement gérée pouvait-elle coexister avec l'enseignement chrétien sur la fidélité et l'humilité? Spoiler, elle ne pouvait pas, du moins pas sans une sainte lutte. Les prédicateurs ont frappé en premier. Au début du XIIIe siècle, des recueils de sermons comme l'exemplar de Jacques de Vitry ont mis en garde les congrégations contre les chevaliers qui se rendaient au tournoi pour le ruban d'une dame et revenaient avec un billet pour la damnation. Le dominicain Étienne de Bourbon a qualifié les troubadours de colporteurs de vanité dont les chansons corrodaient à la fois la chasteté et l'ordre social. Les moralistes ont inventé le terme amour déréglé pour séparer l'affection conjugale appropriée de la fièvre poétique qui balayait les cours. Les tribunaux ecclésiastiques ont suivi avec des amendes et des pénitences. Un chevalier découvert en train d'échanger des jetons d'amour pendant le carême pouvait être condamné à un pèlerinage pieds nus ou forcé de financer des cierges d'église, des frais littéraux pour avoir affiché un feu figuratif. Les manuels de confesseurs ont conseillé aux prêtres d'interroger les pénitents sur les liaisons clandestines, les échanges de poésie suspects, voire la rêverie excessive. Le désir lui-même est devenu une infraction imposable payable en prière. Pourtant, la répression a été compliquée par le mécénat. De nombreux grands mécènes de la poésie amoureuse, Aliénor d'Aquitaine, Marie de Champagne, Blanche de Castille, étaient également de fervents bienfaiteurs des monastères et des cathédrales. Les évêques condamnant les vers courtois le dimanche pouvaient dîner avec une reine amoureuse de la poésie le mardi. L'excommunication est donc restée surtout rhétorique. L'acquiescement social s'est avéré plus pragmatique. Certains clercs ont essayé le jujitsu au lieu de la censure. Le de Amor d'André le Chapelain, commandé, selon la légende, par Marie de Champagne, présente 31 règles d'amour pour finalement conclure avec un chapitre conseillant au lecteur de renoncer à tout le système comme une folie pécheresse. Le traité fonctionne comme un miroir de carnaval reflétant si précisément les idéaux courtois qu'il révèle sa propre absurdité. Commentaire moral déguisé en manuel. Les satiristes ont enchaîné. Le roman de la Rose, en particulier la continuation de Jean de Meun, dépeint les techniques de séduction courtoise comme à la fois divertissantes et moralement en faillite. Des maris jaloux apparaissent, des nourrices colportent des ruses et la vertu de l'héroïne est finalement violée. Le poème est devenu du matériel d'étude universitaire, preuve que le rire pouvait blesser plus profondément que l'anathème. Malgré toutes ces pressions, l'amour courtois a survécu parce qu'il offrait quelque chose que les sermons offraient rarement, du drame émotionnel. Les gens n'abandonnent pas le théâtre pour les conférences. L'Église a ralenti la fièvre, a réduit ses excès mais n'a pas réussi à exciser le désir de désirer. Au XIVe siècle, les moralistes tenaient encore mais l'ADN des troubadours s'était déjà mêlé à la culture européenne. Cupidon, légèrement châtié, a continué à gratter, juste plus doucement et avec un œil fatigué sur la chair. Au milieu du XIVe siècle, les paillettes sur l'amour courtois s'écaillaient. Les guerres, les pestes et le nouvel argent ont brouillé les hiérarchies ordonnées qui avaient autrefois rendu la nostalgie de loin à la mode. Les chevaliers se louaient maintenant comme mercenaires. Les troubadours rivalisaient avec des jongleurs itinérants.
Et l'ambiance de l'Europe, ravagée par la peste noire, s'est inclinée de la soie et de la taille vers le sac et la survie. Pourtant, l'ancienne langue de l'amour n'a pas disparu. Elle a muté en quelque chose de plus subtil. La courtoisie. Des livres de courtoisie, tels que le livre du courtisan, 1528, de Baldassare Castiglione, ont remballé les poses chevaleresques pour les cours de la Renaissance. Au lieu de saigner sous la fenêtre d'une dame, le courtisan poli affichait sprezzatura, une grâce sans effort à travers la danse, des plaisanteries spirituelles et une admiration légèrement voilée. La nostalgie est restée, mais le désespoir est devenu passé. L'amour était toujours un jeu. Les règles ont simplement échangé la cotte de maille contre des pourpoints de velours. La littérature a reflété le changement. Troilus et Crisette de Geoffrey Chaucer, vers 1385, présentent des amants piégés entre les idéaux courtois et un sort brutal. Troilus vénère avec la dévotion du manuel.